auditeurs, dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Et je rappelle, amis auditeurs, que vous avez aussi la possibilité de poser vos questions à nos invités durant le débat. Pour cela, rendez-vous sur notre application Lux Radio, iOS et Android. Avec ou sans parure consacre son débat du jour aux libertés individuelles et libertés sexuelles. Pourquoi sont-elles proscrites pénalement? Que dit l'islam au juste? Et comment interpréter les différents stratagèmes mis en place dans les sociétés arabes pour mieux échapper à ce qui serait la parole de Dieu? Nikah al-Muta notamment, mais aussi Nikah al-Misyar, entre autres. Nous en parlons avec nos invités. Dans le tour de table, Mustafa Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur. Vous êtes consultant formateur en finance islamique auprès de plusieurs institutions publiques et privées. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat, Mohamed Talal Lahlou. Merci. Également dans le tour de table, Chakib Gessous, sociologue, anthropologue. Vous êtes auteur, votre dernier ouvrage s'intitule « Mariage et concubinage dans les pays arabes », édité chez La Croisée des Chemins. Par ailleurs, vous êtes médecin radiologue. Chakib Gessous, merci également de vous joindre à nous pour ce débat. Bienvenue. Merci. Également dans le tour de table, Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Vous êtes chercheur en économie et en anthropologie, enseignant et conférencier. Vous vous intéressez particulièrement aux questions géopolitiques. Rachid Achachi, bienvenue. Bonjour Madé. Et nous rejoindra durant le débat Khadija Janati Idrissi, spécialiste des relations publiques et de la communication d'influence. Messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos commentaires. Encore et toujours, le débat sur les libertés individuelles, que nous permet la loi et que nous interdit-elle? Et en toile de fond du débat, pourquoi la loi a-t-elle à autoriser ou à interdire des libertés qui concernent chacun dans son rapport à son propre corps? En toile de fond aussi, cette question, à qui appartient le corps de chacun? Appartient-il à l'individu ou à l'État qui doit en dicter le mode d'emploi? Mais l'autre débat sur les libertés individuelles est aussi le débat qui pose la question de savoir si les Marocains, si ce n'est dans leur ensemble, du moins dans leur majorité, veulent plus de libertés individuelles. Qui veut plus de libertés individuelles au Maroc? Des voix s'élèvent par-ci et là pour condamner la pénalisation des relations sexuelles hors mariage, le recours à l'avortement en cas de grossesse non désirée et autres libertés considérées comme étant individuelles et ne devant pas, dans leur exercice, dépendre d'une loi qui autorise ou bien qui condamne. Des voix qui s'élèvent par-ci et là, qui s'expriment le plus souvent par le biais des réseaux sociaux avec des posts qui rassemblent à chaque fois des nombres likes et des partages donnant une impression de quasi-unanimité des Marocains pour demander que soient respectées les libertés individuelles. Mais souvenez-vous, un récent appel à manifestation lancé après l'arrestation d'une journaliste accusée de pratiques clandestines d'avortement et de relations sexuelles hors mariage avait déçu les attentes en termes de nombre de participants. À tel point qu'il se pose la question de savoir si l'appel à plus de libertés individuelles ne fait pas désormais partie de ces positions et discours qu'il convient d'adopter pour paraître dans l'air du temps et donner l'impression d'une certaine rébellion toujours facile à exprimer lorsqu'on est dans le confort de son canapé devant son écran à distribuer des likes, des partages qui en réalité ne sont pas une réelle expression d'un quelconque engagement. Les Marocains veulent-ils réellement plus de libertés individuelles et sont-ils prêts à vivre sereinement dans une société qui respecte et admet que les individus disposent librement de leur corps? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Chakib Gessous, sociologue, anthropologue, première réaction à l'édito, et vous avez bien compris qu'il s'agit beaucoup plus de liberté sexuelle quand on parle de liberté individuelle dans le cadre de ce débat, en tout cas. Chakib Gessous. Oui, effectivement, je l'avais compris, c'était beaucoup plus les libertés sexuelles. Je pense que l'édito est bien équilibré. Il situe un petit peu la problématique qui est celle d'aujourd'hui. Surtout à la suite de cette malheureuse histoire de cette journaliste. Et donc, effectivement, nous avons vu ceux qui étaient pour des libertés plus importantes, des libertés sexuelles plus importantes, et ceux qui étaient contre. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de débuter un débat national sur les questions de liberté. Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur en finance islamique, votre commentaire également par rapport à l'édito. L'édito met en lumière deux dimensions importantes qui sont
la dimension économique, le corps appartient-il? Donc déjà, on entre dans une dimension économique qui mérite d'être abordée. Donc je pense qu'on reviendra sur ça, et il met en lumière aussi une dimension sociale et sociétale, c'est-à-dire les Marocains veulent-ils plus de liberté individuelle? Et donc c'est aussi une dimension sur laquelle on devrait discuter, c'est-à-dire la société que l'on veut pour le Maroc, la société que l'on souhaite. Et enfin, le troisième élément qui me semble absent de l'édito, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par liberté individuelle et dans quel schéma de discussion on se place. Donc est-ce que ça sera un schéma purement profane, et donc on va parler des conséquences de Corée, éventuellement plus ou moins de liberté individuelle dans ce sens, ou bien on va se placer dans un schéma qui inclut la composante spirituelle et celle des valeurs, peut-être qu'on abordera en troisième partie. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Alors, il y a 3 points extrêmement importants qui ont été évoqués. Le premier, qui est une question éminemment philosophique et qui est incontournable et fondamentale, qui est celle de à qui appartient le corps, qui renvoie à la question du sujet. Est-ce qu'au Maroc, on a un sujet individuel qui serait le produit d'une épopée moderne, etc. A priori, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut parler de sujet collectif et d'un ethos collectif, c'est-à-dire d'individualités reliées entre elles par une trame symbolique invisible et qui fait que l'on fait corps collectivement et que toute question ne peut être posée en réalité qu'en termes collectifs avant d'être posée au niveau de l'individualité. Et donc, ça permet d'interpeller la question même des libertés individuelles. Doit-on parler de liberté individuelle? C'est le mot individuel qui pose problème. Le mot liberté, pareil, on peut donner des contenus différents, enfin, un concept creux à la base, on peut y mettre ce qu'on veut. Liberté par rapport à quoi? Vis-à-vis de quoi? Quel est le référentiel? Mais toutes ces questions-là qui paraissent peut-être abstraites ou comme étant des querelles byzantines sont en réalité le préalable à toute réflexion par rapport à la question. Le deuxième point, les Marocains veulent-ils plus de liberté, est une question importante qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas écarter, évacuer la réalité d'un revers de la main en fantasmant les Marocains. Parce que là, a priori, on peut répondre oui et non. On entrera dans le détail. C'est-à-dire, ce qui reflète qu'il y a une dissonance cognitive, qu'il y a une forme d'injonction paradoxale que subissent les Marocains en permanence et qui font qu'ils veulent la chose et son contraire. Et qui le vivent comme étant une douleur profonde qu'ils portent avec eux. Mais veulent-ils réellement ce qu'ils veulent? Ou bien est-ce une hégémonie conceptuelle et culturelle, qui est celle de la modernité libérale, qui est plaquée sur tous les Marocains et qui fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire semblant d'adhérer à ces valeurs-là? Et ça renvoie au dernier point qui est évoqué, c'est la rébellion de confort ou la rebelle attitude, où effectivement, j'ai aucun problème à débattre avec un Marocain qui est authentiquement moderne, qui maîtrise la philosophie de la modernité, les philosophies de la modernité, les concepts de la modernité, qui sait ce qu'il veut en termes idéologiques, en termes de paradigme, de manière claire, et qui dévoile son jeu idéologique ouvertement. Or, on a souvent affaire à des faux modernes, à des pseudo-modernes, à des archéo-modernes ou à des épimodernes qui ne prennent que quelques éléments épiphénoménaux de la modernité et qui, en les défendant, comme les libertés individuelles, etc., croient défendre, être progressistes, être modernes. Mais fondamentalement, la manière avec laquelle ils entendent défendre les libertés est paradoxalement totalitaire. Ce qui reflète qu'on ne peut pas se revendiquer comme étant libéral, quand notre démarche pour défendre la liberté est une démarche qui nie la liberté même de l'autre, de penser différemment et d'être totalitaire. Et donc là, on a un grand globi-glouba où effectivement, il n'y a pas de référentiel clair qui permettrait d'établir les bases d'une réflexion profonde, d'un projet, d'une idée nationale, d'un projet sociétal, d'un logos religieux marocain, traditionnel, etc. Ouais, alors justement, Mohamed Al-Lahlou, consultant formateur, à la lumière de ce que vient de dire Rachid Achachi, est-ce que vous pensez qu'au Maroc, nous avons les éléments nécessaires aujourd'hui pour mener ce débat sur les libertés sexuelles, pour parler plus franchement et d'une manière un peu plus directe, puisque la liberté individuelle, c'est d'abord, en tout cas dans le cadre de ce débat, les libertés sexuelles. Ça dépend comme disait Rachid, est-ce qu'on sait ce qu'on veut, est-ce qu'on veut ce que l'on pense vouloir. Ce débat sur les libertés individuelles et sexuelles, en fait, c'est un débat qui n'est qu'une étape en réalité. Nous, on le pense en termes d'aboutissement, mais c'est qu'une étape. C'est une étape vers quoi? C'est une étape vers une société qui impose une certaine dictature matérielle, c'est-à-dire que on pense défendre la liberté, mais en réalité, on défend un système qui veut marchandiser, c'est-à-dire qui veut rendre marchandise toute chose. Donc la pensée est une marchandise. On est dans un système qui n'a pas de problème à vendre un livre de Karl Marx et faire des profits sur un livre de Karl Marx. Donc c'est un système qui n'a pas de problème à faire des profits sur quoi que ce soit. Si la femme pense devoir utiliser son corps pour l'exposer dans une vitrine comme en Hollande par exemple, et que c'est à but lucratif, ça ne pose pas de problème.
Pourquoi ? Parce que on a dépassé cette étape qu'on discute là au Maroc et on parle d'autres étapes qui sont... Mais à travers l'histoire arabo-musulmane, on a vendu aussi des femmes. On a vendu des femmes. Ce qu'on appelle jawari. Non, et puis même au niveau de la traite négrière, c'était aussi pareil, on a vendu aussi des esclaves femmes. Et ce sont les musulmans qui ont pratiqué cette traite négrière arabe. Les esclaves et la traite, c'est une époque qui est révolue. Le Coran, à la base, il appelle à tahrir al-raqaba. C'est-à-dire que l'un des objectifs ultimes de l'islam, c'est la liberté. La société musulmane, excusez-moi de vous interrompre, Ahmed Al-Ahlou, le dernier souk esclavagiste a fermé ses portes en Afrique, c'était au Maroc, et il a fermé ses portes en 1920. Donc, on a vendu des femmes. Et l'islam était bien installé en 1920 au Maroc, que je sache. Bah écoutez, si vous voulez corréler ce que vous observez dans la société arabo-musulmane à l'islam, vous devriez aussi dire que notre sous-développement est dû à l'islam, que le taux d'analphabétisme qu'on a au Maroc est dû à l'islam, etc., etc. Ce genre de corrélations ne sont scientifiquement, d'abord, elles n'ont pas de sens parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, et deuxièmement, elles sont scientifiquement infondées, d'accord ? Donc, juste pour terminer, l'idée, c'est que deuxième chose importante, c'est que dans les sociétés actuelles, il y a deux choses qui vendent beaucoup, le corps de la femme et le besoin des enfants. Donc, si on infantilise la société de manière générale et que l'individu devient adulte de plus en plus tard, eh bien, c'est bien pour le système marchand. La femme aussi, si on peut rendre son corps comme étant quelque chose d'accessible, quelque chose qui doit être entretenu, qu'elle doit être de manière permanente dans un jeu de séduction qui est coûteux et qu'il faut en permanence entretenir un certain nombre d'apparences, eh bien ça aussi c'est bénéfique pour le système, pour vendre un peu plus. Et donc c'est pour ça que je vous renverrai un article du Monde qui est pas mal, dans lequel c'est l'une des chroniqueuses du Monde qui disait le sexe sans conséquence apparaît comme un plaisir émotionnellement gratuit, du coup on le retrouve monétairement payant. Pas toujours, mais souvent. Donc on a de plus en plus de services qui tournent autour de ça, comme la prostitution, on connaît, mais maintenant on a l'escorting, on a le sugaring, etc., etc. On a de plus en plus de noms. Donc tout ce genre de choses, ça a pour but de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés pour un certain nombre de produits qui n'avaient pas de marché avant. Donc il faut aussi voir la chose d'un point de vue économique. Très bien, Chakib Gessous, sociologue anthropologue, vous avez dit tout à l'heure, il est temps qu'on ouvre le débat. Pensez qu'aujourd'hui, nous avons les éléments, les ingrédients nécessaires pour ouvrir ce genre de débat au Maroc. Je pense que c'est le moment d'ouvrir le débat. Maintenant, j'ai toujours dit, un débat, ça doit être serein, ça doit être apaisé. Justement, nous n'avons pas les débatteurs sereins, les débatteurs apaisés. Débattre d'un tel sujet, débattre d'un sujet qui a beaucoup de dimensions, nécessite que les gens soient suffisamment informés des réalités nationales. C'est-à-dire ? Et nécessite de la démographie en particulier, mais d'un certain nombre de mutations que le pays a effectuées, et très récemment, sur les 3, 4 ou 5 dernières décennies. D'un autre côté, les autres ingrédients, c'est que les débatteurs doivent pouvoir se considérer tous marocains, tous musulmans. Mais on ne doit pas considérer qu'un tel, parce qu'il a telle position, n'est pas musulman ou n'est pas marocain. Ce sont les ingrédients pour pouvoir débattre. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, malheureusement, vous les voyez, ces ingrédients ? Malheureusement, nous voyons comment les gens débattent parfois avec, au lieu de débattre, au lieu de donner des idées, ils préfèrent utiliser l'insulte. Très bien. Alors, au Maroc, il y a eu effectivement, et vous venez de le rappeler, Chakib Gessous, plusieurs changements au niveau de la démographie. Effectivement, on est passé sur des âges de mariage qui ont véritablement changé. Rachida Chachi, chroniqueur Lux Radio, on est passé de 17 ans et demi comme âge moyen de mariage durant les années 60 à pratiquement 30 ans. J'exagère à peine un petit peu, mais on est pour 30 ans pour arrondir. Est-ce que vous pensez que la loi doit changer et accompagner la démographie et le changement démographique, ou est-ce que vous pensez que ce qui était valable durant le début des années 60, en 2019, a encore de bonnes raisons, en tout cas, d'exister pour le moment ?
Écoutez, tout changement n'est pas forcément un changement positif. On a cette idée que tout ce qui est nouveau est par nature bon, ce qui est le paradigme de la modernité même. Donc la nouveauté est bonne parce qu'elle est nouvelle et ce qui est ancien est archaïque et donc mauvais par nature. Non, il y a des changements contre lesquels il faut lutter, mais il faut lutter intelligemment. Parce que toutes ces variables que vous venez d'évoquer, la démographie, l'âge moyen du premier mariage, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas évacuer le réel et décréter des valeurs sans réunir les moyens de l'effectivité de ces valeurs-là. D'où le fait que j'avais plusieurs fois évoqué l'idée d'un moratoire par rapport à certaines questions. Alors pourquoi le moratoire ? Parce que le moratoire ne remet pas en cause la normativité d'une règle. Donc la norme demeure une norme. Mais les conditions objectives de réalisation de la norme ne sont pas réunies pour différentes raisons. Transition démographique, nucléarisation des ménages, éclatement des ménages complexes, l'anonymat de l'urbanisation, le paradigme moderne qui s'impose en tant qu'hégémonie par les médias, par etc. L'État qui n'offre pas un contre-discours convaincant, capable de proposer une alternative au discours moderne. Donc toutes ces conditions-là font qu'en réalité, par rapport à certaines questions, l'État n'a pas le droit moral de juger de l'immoralité des gens par rapport à certaines questions quand il ne leur offre pas les moyens de la moralité. C'est-à-dire, c'est pour cette être plus idée clair, que l'exemple concret que donnent souvent les théologiens, il y a un cas de famine, on ne coupe pas la main des gens. Parce qu'objectivement, appliquer cette loi contre une réalité, parce qu'il n'y a pas les conditions objectives du respect, est une violation de l'esprit même. C'est ce qu'avait dit le Khalifa Omar. Voilà, exactement, je renvoie à ça, effectivement. Oui. Donc, cette logique-là est une logique universelle. Je ne parle pas de l'adultère. Pour moi, l'adultère, il n'y a aucun alibi. C'est-à-dire, ni la pauvreté, ni rien, ni l'ignorance, ni rien ne permet de justifier de l'adultère. Mais pour certaines questions, par rapport, par exemple, au rapport sexuel hors mariage, dans certains cas extrêmement compliqués, effectivement, il faut un moratoire, ce qui maintient que la norme est la norme, ce qui est haram demeure haram, mais on pose le débat par rapport à la nécessité de réunir les conditions objectives. Donc l'État a deux manières d'aborder la chose. Soit on accompagne la décadence comme étant un changement, et donc la loi doit connaître une décadence pour accompagner la décadence objective dans le réel, ou bien il considère que ce changement-là, on doit aller contre ce changement-là, on doit défendre le mariage, le défendre économiquement en permettant aux gens de se marier, le défendre, ça implique également une politique de l'immobilier, l'accès au foncier, l'accès à la location, etc. Le défendre au niveau symbolique, la sacralité du mariage, la beauté du mariage. Donc tout un discours doit être développé par l'État par rapport à cela. Donc c'est un ensemble de réformes qui doivent être entamées. Mais si l'État échoue, pour vous, il n'a plus de raison valable d'imposer ses lois. Tout à fait, c'est-à-dire le fait d'imposer ces lois alors qu'il ne fait rien. Ça sera un État musulman, ou en tout cas un référentiel musulman. Je ne sais pas ce que veut dire un État musulman. Oui, alors référentiel musulman, oui, c'est le peuple qui est musulman et l'État est la projection en théorie de la volonté du peuple. Et donc effectivement, il a une connotation musulmane qu'on ne peut pas évacuer. Mais l'est-il réellement au vu de la pratique? Peut-on se dire un État musulman quand on ne défend pas les valeurs de l'islam? Pas le discours. Dans le khétab, tout le monde sait défendre le karama, la fa, etc. Oui, mais dans la pratique, concrètement, ça se traduit par des réformes également. Ça se traduit par le fait d'aider des jeunes couples. Ça se traduit par une politique de la natalité. Ça se traduit par une politique de l'immobilier. Donc là, on est dans le concret. L'islam, ce n'est pas uniquement un discours éthéré dans le ciel. Il s'incarne dans une réalité qui doit lui être favorable. Et cette réalité, elle est constituée de valeurs universelles. C'est pas des valeurs propres à l'Arabie. L'équité, l'adl, le qist, tout cela, c'est des valeurs universelles que l'on peut défendre à notre manière, en partant de notre logiciel religieux, mais également culturel marocain, parce qu'il y a des déclinaisons différentes de l'islam en fonction des topos. L'islam hanafite, dominant dans le monde turcophone, n'est pas l'islam shafi'ite dans le cœur du monde arabe, n'est pas l'islam maliki en Afrique du Nord et en Afrique noire. Donc, on part d'un référentiel pluriel pour défendre un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, l'État, quand il punit des gens, souvent des pauvres, effectivement, par rapport à cela, est une injustice profonde tant qu'il ne leur donne pas les moyens de la moralité. Car malheureusement, pour reprendre l'idée de Mohamed Talal, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, comme tout est marchandise, même être moral, des fois, ça coûte cher. Ou bien, on le paye au prix d'une névrose. C'est-à-dire, effectivement, à 30 ans, n'avoir eu jamais aucun rapport sexuel pour une femme ou pour un homme, effectivement, ça nourrit des névroses. Ça nourrit d'un certain nombre de pathologies, voire même biologiques et physiologiques. C'est-à-dire, c'est aller contre la nature humaine. Mais qui fait qu'on ne peut pas être adéquat à sa fitra et à sa nature humaine? C'est l'absence totale et l'abandon, la démission de l'État par rapport à la question de la défense d'un paradigme donné. Et donc, il démissionne devant un autre paradigme qui n'est pas le nôtre en réalité et qui crée des aberrations. Très bien, Khadija Jannati Idrissi qui nous a rejoint justement à l'instant. On le disait en début d'émission, en 2018, on a eu
à peu près 14 503 personnes qui ont été poursuivies au regard de l'article 490 du Code pénal qui punit de prison les relations sexuelles hors lien de mariage. Et ce chiffre ne cesse de croître à mesure que justement l'âge de mariage ne cesse aussi de reculer, ou enfin plutôt d'augmenter. Et je le disais tout à l'heure, on en parlait donc de l'âge de mariage. Est-ce que pour vous, c'est raisonnable de réprimer les pulsions sexuelles des gens arrivés à 30 ans, par exemple, et fondamentalement, qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de fait? Est-ce que votre question elle est liée à l'âge ou au principe? Les deux. Alors, surtout avec l'âge. Alors, le principe, mais avec l'âge. C'est-à-dire que on a mis en place des lois à partir des années 60 qui punissent les relations sexuelles hors mariage. À l'époque, l'âge de mariage était de 17 ans et demi, 18 ans, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Aujourd'hui, on se retrouve à presque 30 ans. À la limite, pendant les années 60, ça pouvait passer parce que on découvre généralement la sexualité vers cet âge-là. Mais aujourd'hui, à 30 ans, est-ce que cette loi ou cet arsenal juridique devrait continuer à exister pour vous? Moi, je pense aujourd'hui, la réponse est très claire à cette question. Oui. Je pense que c'est une réponse qui vient il y a quelques années. Les gens ont commencé à s'exprimer de façon ouverte par rapport au sujet. Donc, il y a un vrai sujet, il y a un vrai lieu de lancer un débat de société autour de cette question. Parce que le danger, si on ne lance pas ce débat et si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est d'être à un moment dépassé par les faits qui a commencé déjà, qui est le cas aujourd'hui. Donc, je n'aimerais pas, en toute sincérité, je n'aimerais pas confiner les libertés individuelles à la liberté sexuelle. Non, mais c'est le débat aujourd'hui, vous comprenez? C'est-à-dire que, bien sûr, et on l'a précisé quand vous n'étiez pas encore là, mais on a bien dit que les libertés individuelles, c'était large, mais nous, dans le cadre de ce débat, on restera sur les libertés sexuelles. Alors, maintenant, sur la partie liberté sexuelle, comme n'importe quelle autre liberté, l'homme, de façon générale, c'est un peu philosophique, mais l'homme, de façon générale, l'homme et la femme sont à la recherche de liberté, sexuelle ou autre, mais in fine, c'est ce que tout le monde veut. Maintenant, il faut un cadre. Donc, liberté sexuelle, c'est important de lancer le débat. Est-ce que j'écoutais aussi en venant autour de cette table, on disait que les Marocains, est-ce qu'ils veulent vraiment cette liberté sexuelle ou ils la veulent pas? Après, je me pose la question aussi pourquoi ce n'est que sur ces sujets qu'on se pose la question, on se les pose pas sur d'autres. Les impôts, quand on veut mettre des impôts, on se pose pas la question si les Marocains veulent payer des impôts ou pas. Donc, à un moment, il faut vraiment qu'on soit cohérent. C'est un peu comme l'héritage pour la femme. On se pose la question, est-ce que les femmes ont la compétence pour accéder à des postes? Donc c'est un petit peu ça. C'est des sujets auxquels la société, le système, l'État, le gouvernement ne s'est pas préparé, n'a pas anticipé. Et donc, faute d'être capable d'apporter une alternative, d'apporter une proposition en cohérence avec ce qu'on a envie d'être, mais en même temps, ce qu'on a envie d'être un pays musulman au final. Cette phrase dans la Constitution, l'État la veut, et on peut négocier tout. En tout cas, en 2019, en 2011, on a été mis à l'épreuve, mais pas grand-chose a changé depuis. Cette phrase tient, leur tient à cœur particulièrement. Donc, ils veulent garder dans cette constitution cette phrase le Maroc est un pays musulman. Quoique moi, je ne vois pas ce que veut dire un pays, la religion pour un pays musulman ou pas. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Surtout qu'aujourd'hui, on ne régi pas par la charia, c'est pas vrai. On régit par loi et la loi. Oui, mais le code pénal est d'inspiration. Inspirée. Alors elle est inspirée parce qu'après moi, ma réponse est très simple. Si je régis par charia, pourquoi je coupe pas la main des voleurs? Donc je reviens à la charia juste sur des sujets qui concernent, donc les libertés ou les femmes. C'est là où je sors des réponses de la charia. Mais aujourd'hui, même si nos différentes lois sont inspirées par la charia, mais elles ont montré qu'elles ont été capables aussi de s'adapter, d'évoluer. On a des lois qui évoluent dans la sphère économique. Par exemple, Khadija Janati Idrissi, vous êtes favorable à ce qu'on change cet article 490 qui punit justement d'emprisonnement toute relation sexuelle hors mariage? Mais bien sûr, d'abord, le bon sens, moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une loi peut punir quelqu'un d'avoir
d'avoir engagé ou de s'être engagé dans un acte sexuel. Je ne vois pas le lien. En fait, c'est-à-dire mettre cette personne en prison, je ne vois pas le lien. Maintenant, il y a un travail au préalable que nous aurions dû commencer il y a 10, 15, 20 ans, mais sur lequel on n'a pas anticipé, qui est un travail d'éducation. C'est vrai, aujourd'hui, dans une société marocaine, la société marocaine qu'on connaît de 2019, se réveiller demain et dire bonjour, les libertés, aujourd'hui la liberté sexuelle est actée et tout le monde peut vivre pleinement sa sexualité de cette manière, c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous n'avons pas été préparés. Nous, quand je dis nous, c'est vraiment tous les citoyens à leurs différents niveaux. Moi, aujourd'hui, en tant que femme, en tant que maman, j'ai une fille, j'ai 2 filles. Donc, je ne suis pas outillée pour leur expliquer, pour leur dire comment il faut s'y prendre, ni sur un plan argumentaire, ni sur un plan de communication. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas la manière de faire. Et par moment, pour être tout à fait honnête et tout à fait transparente, je ne sais pas si aujourd'hui je suis favorable à cela parce que c'est un droit universel pour moi, mais quand ça va toucher ma fille, est-ce que je serai toujours favorable? Je ne sais pas, mais parce qu'il y a un manque d'informations incroyable. Bien sûr, je ne parle même pas de cette schizophrénie entre la volonté d'être moderne et les préceptes ou la manière avec laquelle on nous a appris la religion. Très bien. Et donc, pour moi, il y a un travail d'éducation qui est nécessaire. Même si je suis favorable à cela, mais il faut absolument cadrer cela. Il faut mettre un cadre. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure par rapport à l'âge. L'âge, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de cadrer? Si je libéralise, mais je dois avoir un cadre. Dire, voilà comment je libéralise, de quelle manière, me mettre aussi derrière tous les outils nécessaires pour pouvoir expliquer, montrer, éduquer et que les jeunes hommes ou femmes ou les moins jeunes savent ce que c'est qu'un acte sexuel. On mesure les conséquences, soit avant, et puis soit capable d'assumer les conséquences. Et regardez, même en parlant, je trouve ça hallucinant, même en parlant, on parle, notre inconscient nous conduit vers du négatif quand on parle de cela plutôt que du positif. On oublie que c'est grâce à l'acte sexuel qu'on arrive à se reproduire et qu'on arrive à vivre des émotions positives, mais aussi donner des enfants et vivre des expériences intéressantes. Et malheureusement, ce n'est pas ainsi que l'acte sexuel est perçu par la majorité. Il est plus perçu comme un acte de débauche ou un acte, disons, qu'il faut cacher et dont on ne peut pas parler. Mohamed Al-Lahlou, consultant, bien évidemment, on l'a bien compris, on parle de relations sexuelles dans un milieu, on va dire, privé, et non pas en public, bien évidemment, mais simplement, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'État, dans un pays comme le nôtre, se mêle de notre vie sexuelle? Est-ce que l'argument de l'islam, religion d'État, tient vraiment ou le fait-on tenir par des artifices qui n'ont pas lieu d'être? Il y a encore des éléments qui sont dans nos lois qui sont inspirés de l'islam. Quand on dit les lois ont été mises en place à partir des années 60, ça peut nous induire en erreur ou induire l'auditeur en erreur en pensant que c'est quelque chose qui vient après la colonisation. Non, bien sûr que non. Le Maroc, depuis dans toute son histoire, a criminalisé les relations de zina, c'est-à-dire relations extra-conjugales. Et donc, ce qui est nouveau, c'est le fait de ne pas la criminaliser. Et quand on dit le lien, pourquoi l'État punirait une relation sexuelle hors mariage? C'est-à-dire, de quoi l'État se mêle? En fait, l'État, ce qui lui importe, c'est l'ordre public et l'harmonie sociale. Or, quand on a quelque chose... On parle de relations sexuelles dans le privé. Dans le privé, exactement. Les relations sexuelles dans le privé, d'abord c'est une idéologie, c'est pas dans le privé, parce que ce qui se fait dans le privé est nourri dans le public par un certain nombre d'exacerbations, de tentations, de frustrations, etc., et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limite ou aucune frontière. Si on enlève le référentiel religieux islamique, c'est-à-dire que la relation hors mariage est interdite, si on enlève ce référentiel, quelle est la limite qu'on va mettre en place par rapport aux libertés individuelles? Il n'y a pas de limite, si ce n'est ce que la société ou ce sur quoi la société se met d'accord. Donc si on se met d'accord sur le fait que, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on va arriver. Il suffit de regarder l'Europe pour voir où est-ce qu'on va arriver dans 20-30 ans si on ouvre ces portes. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a des couples à 4 en Europe, ce qu'on appelle le polyamour. On a en France une enquête qui a montré que 50% des femmes et 70% des hommes nourrissent le fantasme de faire l'amour à un inconnu. Vous pensez que les hommes musulmans et les femmes musulmanes ne nourrissent pas ce
ce fantasme. Non, mais sauf que là, il n'y a pas d'enquête. Là-bas, il y a eu une enquête, donc c'est documenté. Donc ça montre à quel point les exacerbations et les frustrations peuvent se manifester dans les désirs et les inconscients de tout un chacun. Il faut aussi savoir que dans ce genre de punition, ou on va dire de choses qui sont réprimandées par le code pénal, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut éviter. Criminaliser la relation hors mariage, ça permet de diminuer le nombre d'enfants qu'on a, de grossesses non désirées. Ça permet de réduire un petit peu l'éparpillement des maladies sexuellement transmissibles. Ça permet un petit peu de limiter cet imaginaire addictif, parce qu'il y a une certaine addiction dans la relation sexuelle. Et donc on entend beaucoup de couples dire, écoutez, nous on a fait le tour. Comment ça, on a fait le tour? C'est-à-dire, on a fait le tour, il faut aller voir ailleurs, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça implique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer le désir sexuel dans la même catégorie des autres désirs. Non, mais moi, ce que je comprends pas, Mohamed Al-Ahlou, c'est pourquoi est-ce qu'on doit confier notre sexualité à l'État ou accepter que l'État Mais personne ne confie, à travers le code pénal, la sexualité à l'État. L'État est là pour préserver un certain ordre public, c'est tout. On est comme je vous ai dit, si on discute à partir d'un référentiel qui est l'article de la Constitution qui dit que le Maroc est un État musulman, eh bien, cet article est inspiré du droit musulman, et le droit musulman, ce n'est pas que al-hudud, comme on pourrait l'entendre. Le droit musulman, c'est tout un esprit, tout un ensemble de règles qui visent à l'équité et à la justice, et les hudud sont des conséquences qu'on met en place quand on a mis en place ce référentiel. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le droit musulman, dans le Coran, qui interdit de manière très claire les relations sexuelles hors mariage? Mais zina, est-ce que zina pour vous, zina ça veut dire les relations sexuelles hors mariage, ou est-ce que ça veut dire, pour d'autres penseurs, en tout cas c'est le cas, c'est le sexe en milieu public, hein, c'est ça que... Ça n'existe pas ça dans le Coran, le sexe en milieu public. C'est ce que disent certains penseurs, notamment Shahrour, qui explique très bien cela, qui dit que du moment qu'on demande à une personne, qu'on accuse une personne de zina, on doit ramener ou avoir 4 témoins qui ont observé la chose. Or chez vous, dans votre appartement, généralement quand vous pratiquez du sexe, il n'y a pas 4 personnes qui sortent de nulle part. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, il faut faire le distinguo entre zina et le châtiment qui est lié à zina. Dans le Coran, ce qui est abordé, c'est surtout le wala taqrabu zina, c'est zina. C'est-à-dire que vous le fassiez en public ou en privé, c'est zina. C'est comme manger le ramadan. Si vous mangez chez vous, vous mangez le ramadan, personne ne vous punit. Mais en privé, ça reste une infraction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, déjà pour Shahrour, un petit guillemets, Shahrour, c'est non, parce que vous avez dit Shahrour est un penseur. Je vous rappelle que le rapport du think tank Rand, qui est un think tank qui a compris notamment Condoleezza Rice et d'autres Kissinger et d'autres grandes têtes américaines, est un rapport qui recommande en 2003 d'encourager les penseurs libéraux et modernistes dans le monde musulman. Parmi les personnes qui ont été nommées par ce rapport, Shahrour. Et donc c'est un péché. Quelqu'un qui est encouragé par les États-Unis pour son islam et sa modernité dans l'islam, ça peut être soumis à certaines réserves. D'autant plus que ce monsieur... sur ses idées. Non, mais ce monsieur ne sait pas même... Des fois, il fait des erreurs dans les versets du Coran. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas construire une pensée. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais il on ne peut pas dire un penseur. On a déjà, vous vous rappelez dans l'émission qu'on a discuté sur la fatwa, un penseur de l'islam, ça n'existe pas. Parce qu'un penseur de la médecine, ça n'existe pas. Il y a un médecin et un charlatan. Donc, soit vous êtes un savant, soit vous êtes un charlatan, tout simplement. Et le savant, ça nécessite la reconnaissance des pairs. Donc ça, on l'avait déjà discuté. Mais le Coran n'appelle pas ça mutadabbirin, an yatadabbaru umurahum. Mutadabbirin. C'est-à-dire que ce sont des gens finalement qui vont cadrer eux-mêmes leurs affaires, leurs problématiques religieuses. Je connais pas ce verset. Les versets que je connais, c'est Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fi alladhina amanu lahum 'adhabun alim fi ad-dunya wal akhirah. Ou l'autre verset dit Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Donc zina, c'est fahisha. Et celui qui aime dire et faire diffuser ça, donc ça c'est clair. C'est-à-dire que là on est en train de discuter un truc qui n'a même jamais été remis en cause par les savants musulmans. Ouais. Donc il n'est pas le seul à le dire. Hein. Qui ça Donnez-moi un autre. Déjà on a montré que c'est pas un savant. Donnez-moi quelqu'un d'autre, un savant. À votre niveau. Donnez-moi des savants qui le reconnaissent. Ouais. La reconnaissance des pairs. Si vous voulez publier un article scientifique dans Harvard, qu'est-ce qu'on vous demande? Peer review, c'est-à-dire la revue des pairs. Ouais, la revue des pairs. Donc si quelqu'un vient faire de la pensée en médecine, je pense, c'est bien ça. Il sera emprisonné. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la pensée dans la médecine. Très bien. Les médecins ou charlatans. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, sur cette question de zina.
D'accord. Bah, alors déjà, on a un premier désaccord avec... Bah oui, j'entends bien, c'est pour ça que je vous fais réagir. Bon, déjà, je rappelle que dans le Coran, il n'y a pas une fonction du faqih ou alim, ça n'existe pas, c'est pas un métier. D'accord. Il y a quelqu'un qui est agriculteur, en même temps, il peut approfondir ses connaissances dans le Coran, dans le hadith. C'est venu historiquement pour des raisons politiques, parce que ça permet aux Banu Umayyad d'avoir un contrôle sur le discours religieux, et donc de créer une forme de société tripartite. Ce qui n'est pas fondamentalement le cas coraniquement, puisque le Coran propose un sujet total, c'est-à-dire un sujet qui n'est pas uniquement laboratores, c'est-à-dire parmi les travailleurs, ou bien oratores uniquement, ou bien bellatores, c'est-à-dire guerriers, mais qui est les trois en quelque sorte. Bon, cela étant dit, je rappelle qu'il y a probablement également des rapports de la CIA qui disent que le gouvernement américain doit soutenir le salafisme, le wahhabisme un peu partout dans le monde musulman pour stopper les communistes, ou bien d'encourager les frères musulmans. Est-ce que ça veut dire que tous les wahhabites, que tous les frères musulmans, que tous les salafistes sont des agents objectifs de la CIA ou de la NSA? Non, enfin un rapport ça ne veut rien dire. Et Shahbab n'est pas libéral, n'est pas moderniste. Alors il est peut-être un innovateur si on récupérait le vocabulaire du fer, mais c'est pas un moderniste. Enfin, je l'ai entendu, il ne cherche pas à réinterpréter le Coran pour plaire à la modernité, puisqu'il garde un certain nombre de hudud qui sont vus par les autres comme étant barbares. Et il n'a pas de problème à les défendre, dans le qasas, dans une pluralité de choses, et dans la peine de mort qu'il défend, objectivement. Donc on ne peut pas qualifier Shahbab de libéral. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui, surtout sur une petite partie, c'est un autre débat. Mais disqualifier une personne en partant uniquement d'un rapport, alors je disqualifie tous les salafistes parce qu'ils ont été objectivement les idiots utiles de la politique américaine au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde arabe et dans le monde musulman. Donc l'argument ne tient pas pour vous. Il ne tient pas pour moi. Par rapport au privé et au public, je rappelle que la norme, c'est la forme publique de la valeur. Donc, on a une valeur. Une valeur, elle peut être vécue personnellement. Je suis tolérant, je suis gentil, je suis miséricordieux, etc. C'est des valeurs personnelles. Mais quand ces valeurs personnelles s'inscrivent dans une logique collective, elles prennent la forme d'une norme clairement définie, légitime, c'est-à-dire qu'elle dispose de l'autoritas, de l'autorité, et que tout le monde doit respecter en public. Après que je trahisse la valeur et plus la norme, parce que la norme n'est pas dans le privé, c'est la valeur qui est dans le privé. Donc si je trahis la valeur au privé, c'est effectivement condamnable du point de vue de Dieu, c'est dans mon rapport à Dieu. Mais si je la viole, si je viole cette valeur publiquement, là, il faut être puni. Parce que là, je n'ai pas violé qu'une valeur, mais j'ai violé une norme qui est admise collectivement comme étant le garant de la préservation de la réputation, de la dignité, la herbe, etc., de tout un chacun. Ouais. Donc cette distinction permet d'expliquer... D'où la différence entre le zina et le fahisha. Ça, je ne sais pas, c'est un débat, un très long débat. Je ne vais pas entrer là-dedans, qu'effectivement, j'ai quelques réticences par rapport à la lecture de Shahbab, mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut y voir une forme de clémence. C'est-à-dire le fait d'arrêter la norme au pas de la porte permet à un individu de se reprendre en main, c'est-à-dire d'être dans l'erreur, d'être dans le péché, mais de connaître ce que veut dire la tauba. Parce que si vous êtes pris la main dans le sac et puni, c'est le kafara, c'est-à-dire c'est bon, ça ne réclame pas de tauba au sens profond du terme. Mais par contre, le fait d'avoir une intimité où même la loi ne pénètre pas ne signifie pas que Dieu ne pénètre pas cette intimité à travers la valeur qui est le lien entre vous et Dieu. Mais dans le public, bien entendu, la norme doit être respectée par tout un chacun. Après, est-ce que la norme peut être interprétée, peut être détournée, contournée subtilement, c'est un autre débat. Mais ça, c'était pour établir le distinguo entre les deux. Alors, pourquoi l'État a le droit d'interpeller la sexualité des gens, alors dans le public ou bien dans le privé quand ça devient public, parce que même le privé, ça peut devenir public, effectivement. Tout simplement, c'est le référentiel philosophique. C'est-à-dire, nous, on a l'impression que le droit n'est que le droit libéral. Et que dans le droit libéral, dans le référentiel, l'un des référentiels principaux est les droits de l'homme, c'est des droits individuels. Parce que le sujet de la modernité libérale est l'individu. Et donc toute règle, toute loi est ramenée à l'individu. Or, je rappelle, je parlais de sujet collectif, la famille est un sujet collectif. D'accord ? Donc elle peut être un sujet de droit. La famille est un sujet du point de vue du droit, pas uniquement l'individu. Et que l'adultère interpelle la famille, menace la famille, sape le fondement de la famille. On peut le voir de différents angles. On peut le voir d'un point de vue de la réputation, on peut le voir du point de vue de la mise en danger d'autrui. Un homme qui trompe sa femme et qui ramène le sida au foyer, sa femme, elle lui a rien demandé. Elle se retrouve avec le sida. Donc c'est quand même mise en danger d'autrui également. Donc il y a différentes manières légales qui permettent à l'État de interpeller la question de l'adultère. Pareil, le nom de famille est l'une des formes élémentaires du siège collectif. Quand vous avez quelqu'un qui porte le même nom de famille que vous et qui est célèbre pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est-ce que ça vous impacte pas d'une manière ou d'une autre? Ça vous impacte. Ça impacte le regard des gens. Quand les gens entendent votre nom de famille, on vous dit quand c'est positif. Quand c'est négatif, on vous pose pas la question, mais on vous regarde d'un regard un peu bizarre. Donc de toute manière, qu'on le veut ou non, le sujet collectif englobe et relie les individualités entre elles. Et donc, du fait qu'il est réel socialement,
il doit être pris en compte par l'État. Et l'État ne peut pas ignorer ces constructions collectives du sujet et ne pas limiter le prisme uniquement à l'individu, ce qui est le propre de la modernité. Et c'est cette approche-là qui est présentée au Maroc par les modernistes comme étant l'horizon indépassable de la pensée, de la philosophie, de la liberté. Pareil, est-ce que tous les Marocains veulent la liberté? Tout à l'heure, la liberté est évoquée. Ce que veut tout humain, fondamentalement, c'est pas la liberté, c'est l'autonomie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dépendre de l'autre, ou bien de dépendre dans un schéma de complémentarité. Mais la liberté n'existe qu'en mouvement. La liberté, c'est toujours la liberté comme étant une émancipation de quelque chose, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fin. Et comme elle n'a pas de fin, le terminus naturel de cette démarche de la liberté en mouvement en permanence, c'est le nihilisme. C'est déconstruire tout ce qui freine le sujet individuel, tous les sujets collectifs. On déconstruit la famille, on déconstruit la tribu, la communauté, puis l'État. Et puis on a Foucault et tout le délire foucaultien par rapport à tout pouvoir est un fascisme, etc. À la fin, reste quelques sanctuaires. Le genre, on va déconstruire le genre. Le genre, pareil, il n'a pas à être relié à la base biologique. Il peut être déterminé individuellement. Et à la fin, même l'individu, qui est l'émanation de la modernité, est lui-même déconstruit par la postmodernité. Donc on doit parler de dividu. Là, par contre, la schizophrénie, enfin, Deleuze en a parlé, en rapport avec le capitalisme. Mais nous, au Maroc, on n'est pas schizophrène. On est colonisé culturellement, conceptuellement. C'est-à-dire qu'un Marocain, à l'époque de la colonisation française, quand le Maroc est défait, les tribus sont désarmées. Le jour, ils travaillent. Les commerçants, ils vont à des colons, ils vont à des Marocains. Mais la nuit, il prend le maquis. Et il attaque les postes de l'armée française et des soldats français. Est-ce que c'est un schizophrène? Non. Le jour, il y a une réalité qui lui est imposée. Il doit bien nourrir sa famille. Ouais. Donc il vit, il compose avec la réalité. Mais la nuit, quand il le peut, il prend les armes. La même chose. Aujourd'hui, on est obligé d'adhérer au discours. Quelqu'un aujourd'hui peut très difficilement dire « je suis contre les droits de l'homme » parce que immédiatement il sera bombardé d'invectives et d'étiquettes fascistes, daïché, régé, etc. Et donc, de fait, il vous dit « oui, carrément, c'est bien, c'est génial ». Mais au fond, ce qu'il porte en lui, en tant que mythos et en tant que logos profond, est fondamentalement... Le contenu qu'il met dans le mot l'insan, le marocain, n'est pas la même chose, si on va en profondeur des choses, que le contenu que met un Américain ou que met un Suédois dans le mot droit de l'homme. Donc, en réalité, on détourne le langage, on est dans ces formes de maquis. On prend les mots de la modernité parce qu'on n'a pas le choix et on joue avec pour protéger encore quelque chose qui pourrait reconstituer notre identité car on l'a perdu grandement. Chakib Gessous, sociologue, anthropologue, voulait réagir. Oui, je voudrais quand même qu'on revienne sur le concept de zina. Voilà. Le concept de zina. Exactement. Le concept de zina, je pense que ce n'est pas uniquement l'islam qui parle de zina. Parce que quand on prend les autres religions, on se rend compte que c'est les mêmes interdits. En fait, dans la préhistoire, c'est pas la peine de revenir à Morgane et à toutes les libertés qu'il y avait dans la préhistoire, mais l'apparition des premières civilisations, et c'est là où on a commencé à interdire. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument avoir une descendance pure. On voulait être certain de la descendance pour pouvoir assurer l'héritage. Et donc, à partir de là, et donc pour le bassin méditerranéen, c'est à Sumer que la première forme de mariage est arrivée, et donc cette forme de mariage interdisait toute relation sexuelle pour une femme mariée. Et une femme mariée qui avait été attrapée, avec preuve ou pas preuve, on l'a jetée dans l'Euphrate, et donc on était sûr qu'elle était morte. Mais même une jeune fille, avant son mariage, on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas de relation, parce que celui qui avait abusé d'elle était condamné à mort. Et donc, à partir de là, on voulait absolument être sûr que les femmes, on avait trouvé le moyen de contrôler la sexualité des femmes. Et c'est à partir de là qu'on était sûr que les femmes n'allaient pas concevoir des enfants qui n'étaient pas les enfants du père. Parallèlement, le père, l'homme, le mari, avait le droit d'avoir plusieurs coépouses, mais pouvait également avoir des relations sexuelles avec des prostituées ou des relations sexuelles avec des esclaves. Quand les religions monothéistes sont arrivées, elles sont arrivées dans le bassin méditerranéen, et donc c'est pratiquement la même conception du mariage qui est restée. Et dans cette conception du mariage, nous allons voir par exemple que la Bible hébraïque a été beaucoup plus forte que le code d'Hammurabi, où elle a considéré que la jeune fille qui n'arrivait pas vierge au soir de ses noces, elle était tuée à la porte de la maison de son père. Et donc, à partir de là, on avait considéré que les relations prémaritales étaient interdites. Et la religion chrétienne a repris la même chose, et l'islam a repris la même chose. Et donc, nous sommes partis à partir de ce moment-là. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que dans la préhistoire, les gens passaient par des rites d'initiation. Un rite d'initiation à la puberté
Et puis un deuxième rite d'initiation qui est un rite d'initiation de fiançailles à la veille du mariage, si bien que les gens se mariaient à la fin de l'adolescence. Mais dès que il y a eu le code d'Hammurabi, et puis par la suite les religions monothéistes, nous avons vu que le mariage, pour les filles, plus particulièrement pour les filles, était arrivé pratiquement à l'âge de la puberté. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que la fille n'allait pas avoir de relations par ailleurs. Et ceci est resté pendant toute la durée de l'histoire, jusqu'à il y a quelque temps, jusqu'au XXe siècle. C'est à partir du XXe siècle que nous avons vu que les âges ont changé. Et pour les pays arabes, nous n'avons rien vu venir, même si en Europe, effectivement, en Europe, l'âge du mariage a commencé à reculer. Dans les pays arabes, c'est pendant 3 décennies que nous avons vu l'âge du mariage reculer de façon aussi importante. Et donc, on ne pouvait pas être préparé, on ne pouvait pas du tout être préparé à cette situation. C'est réellement une situation nouvelle à laquelle les États sont obligés de réfléchir et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, je voudrais ajouter un mot. Effectivement, comment pouvoir considérer si les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, c'est bien ce que pensent les Marocains ou pas. Mais quand on prend d'un autre côté les chiffres cités tout à l'heure de 14 000 personnes qui sont incarcérées pour des relations sexuelles hors mariage, quand on prend le nombre d'avortements qui s'effectuent tous les jours, même si nous ne savons pas comment ce chiffre a été établi, mais le chiffre est quand même important et inquiétant, si nous voyons tous les enfants abandonnés, et puis si nous voyons tous les hymens artificiels, c'est-à-dire cette pochette que les femmes achètent le soir de leurs noces pour avoir un semblant de règle, et qui fait la fortune du fabricant chinois, et pas uniquement au Maroc, dans tous les pays arabes, on se rend compte que les Marocains ont déjà décidé et ils ont des relations. Ils ont ouvertement ou pas, mais nous avons la preuve qu'il y a un certain nombre de relations. Mais juste pour rester sur l'islam et qu'est-ce qui autorise aujourd'hui ou qui interdit d'une manière très claire les relations sexuelles hors mariage, je vous propose d'écouter un sonore de Abdelwahab Rafiqi, Abu Hafs, surnommé Abu Hafs. C'est un ancien salafiste qui s'exprime justement sur les relations sexuelles hors mariage. On l'écoute et juste après on revient pour essayer d'un petit peu de décortiquer, de comprendre ce qu'il a voulu dire lors de cet échange. C'est un extrait sonore de hkain.com. نكاح المتعة سقطت فيه جميع هذه الشروط. جميع الشروط حنا اللي تنتحدثوا عليها في هذا الزواج سقطت فيه. ونكاح المتعة تقول لي لا مثلا في السنة ما تيأمنوش بنكاح المتعة، ولكن السنة كاملين قاطبة هذوك ما تيأمنوش بنكاح المتعة متفقون على أن هذا الأمر قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف بيناتهم شنو هو بينهم وبين الآخرين؟ أن هذوك تيقولوا هذا أمر محكم ولا زالت أحكامه، والآخرين تيقولوا لا تنسخ. ما في مشكلة سيدي، نمشي أنا مع القول بأنه منسوخ إذا وقع فيه، لأن بالاتفاق، لأن الأحاديث في البخاري ومسلم، أحاديث في صحيح البخاري أيما رجل، شو هذا الحديث يعطيك شرعية العلاقة، أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. Voilà, donc on vient d'écouter Abdelwahab Rafiqi, surnommé donc Abu Hafs. Juste une petite question avant de passer à Khadija Janati Idrissi, Mohamed Al-Lahlou. Est-ce qu'on peut considérer que Zawaj al-Muta comme étant zina? La définition de zina inclut une phrase chez les fuqaha, parce que là on fait référence aux fuqaha, pas aux charlatans. C'est-à-dire c'est la pénétration. Donc il y a une différence entre le fait que donc c'est un charlatan qu'on vient d'écouter. Zawaj al-Mut'a, je personnifie pas. Le Zawaj al-Mut'a mansour bittifaq, donc il a existé. Il a existé, mais je vais vous dire une chose, le fait qu'il ait existé, c'est la preuve de quoi? Est-ce que c'est une preuve de quelque chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les intérêts ont existé jusqu'à Hajjat al-Wada'. Pendant 23 ans de la révélation, les intérêts ont existé. L'alcool, il a existé pendant un long moment. Le prophète a autorisé quelque chose qui est muharrama.
Non. Je ne dis pas qu'il a autorisé quelque chose qui est muharram. C'est des situations d'exception. Et comme l'islam est venu pour interdire progressivement les choses, c'est pour ça qu'on rapporte que Aïcha, elle a dit, si l'alcool et l'adultère avaient été interdits dès le début, personne ne serait devenu musulman. Pourquoi ? Parce que la société n'était pas prête. Mais l'alcool n'a jamais été interdit, en tout cas dans le contexte coranique. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas un autre débat. L'alcool, il est interdit. Il n'y a pas de tahrim clair sur la question. C'est-à-dire peut-être que vous allez bien faire. C'est pas vous allez tuflihun. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas suffisant. Non, ça, c'est un hadith, c'est pas le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Abu Hafs, là, il cite des hadiths, là, il cite pas du Coran. Donc, il faut savoir quel référentiel on se met. Dites-moi juste quel est votre référentiel et je discute avec vous. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans l'islam, comme dans n'importe quelle science, on se réfère aux savants. On se réfère pas à un individu isolé qui a été déclassifié et disqualifié par les savants. Quand on a, par exemple, deux communautés, par exemple, deux grands groupes de savants qui sont en désaccord, là, on peut discuter. Mais quand vous avez... Abu Hafs, c'est un charlatan et Shahror aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu par la communauté des savants. Pas reconnu par la communauté des savants, mais je tiens à préciser que dans cette question sur les libertés individuelles, on pense pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma de pensée produite ici, on est dans un schéma de pensée produite ailleurs. Comme j'ai cité tout à l'heure le rapport de Rand, mais vous avez aussi le fait qu'on est dans un schéma quasi post-colonial. Vous avez Obama qui a dit dans son livre que parallèlement à la guerre militaire, on mène une guerre idéologique au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre idéologique ? Vous pensez qu'ils font rien ? Vous pensez qu'ils sont assis ? Mais tous les messages qu'on reçoit, que ce soit dans les médias, dans les associations, dans les fondations, un certain nombre d'entre eux ont été concoctés ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font de la prospective, nous on ne sait pas ce que c'est, grosso modo ici, il y a des gens qui font de la prospective et qui exportent de la politique étrangère. La question des libertés individuelles, c'est juste un schéma parmi d'autres de néocolonialisme. Vous savez, le mur de Berlin, il s'est effondré dans les esprits avant de s'effondrer en réalité. Donc d'abord, il faut effondrer le mur de Berlin chez les gens et après son effondrement physique ne changera rien. Par contre, si vous venez et que vous dites on va détruire le mur de Berlin alors que les gens s'attachent au clivage est-ouest, vous aurez des problèmes. Et donc là, on est dans le schéma de et on est dans le schéma de c'est-à-dire que vous allez suivre les traces des civilisations c'est-à-dire trace par trace. Quand les compagnons ils ont dit Faman, c'est-à-dire que vous allez les suivre dans leur comportement, dans ce qu'ils vont vous exporter comme concept de modernité, de réussite, de bonheur, etc. Alors que il ne faut pas oublier que dans notre référentiel musulman, plus on est habillé, plus on est noble. Parce que Adam alayhi salam, quand il a fait le péché, qu'est-ce qui s'est passé ? Déshabillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la société ? À déshabiller de plus en plus. D'accord ? Donc la noblesse, on s'éloigne de la dignité de la noblesse humaine. Quand vous prenez les versets du Coran, la liberté sexuelle, c'est pas shahwa, c'est shahwa, ça fait partie de plein de shahwat. D'accord ? Donc Dieu, il veut que vous changiez de cap. Mail adim, c'est-à-dire que Dieu nous dit que c'est un mail adim, c'est pas un mail, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est pas impossible. Donc vous purifiez. Nous, on cherche la bestialité, on cherche plus la purification. Donc, et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, revenez 2500 ans chez les Grecs. Vous aviez un courant de pensée qui était la philosophie hédoniste. C'est quoi ? C'est-à-dire, on suit les désirs. Mais les grandes écoles de pensée, que ce soit aristotélicienne, platonicienne, stoïcienne, etc., ont bien compris qu'en suivant les désirs, ça s'arrête jamais. C'est pour ça que quand on va légaliser, par exemple, si on légalise la relation hors mariage, on va vouloir légaliser autre chose. Qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander, comme la Hollande, la prostitution. Quand on va légaliser la prostitution, qu'est-ce qu'on va demander ? La prostitution médicalement assistée. Ensuite, le libertinage en groupe, etc. Mais il n'y a pas de fin, voilà. Très bien. Khadija Jannati Idrissi, qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'a dit justement Abu Hafs qu'on vient d'écouter à l'instant ?
Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que vous avez compris finalement? Parce que je comprends ce que tout le monde. Enfin, j'ai écouté. Après, je pense que il y a de l'ordre à mettre dans ces sujets. D'abord, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de criminaliser et banaliser l'avis contraire. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils sont nuls, ils ne comprennent rien, on les reconnaît pas. Je pense que c'est dangereux. Je comprends qu'on soit totalement différent, qu'on croit en des choses différentes, mais il faut vraiment sortir du schéma de non, ça compte pas, non, c'est pas important, non, j'écoute pas. Il faut se concentrer un peu sur les idées et essayer de challenger les idées, c'est important. Deux, moi, de ce que je sais, je ne suis pas une savante non, mais de ce qu'on comprend, l'islam. Ma connaissance est très très basique. En tout cas, ce qu'on nous a appris à l'école et ce que les parents nous ont appris à la maison. Voilà, une personne qui rencontre une autre personne. Oui, mais je pense que ces propos sont très clairs. Et les deux sont consentants, ils peuvent rester trois jours ensemble et ils peuvent même. Alors ces propos sont très clairs, tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Ces propos sont très clairs. Maintenant, je suis incapable de dire si l'islam a dit cela ou pas. Je n'ai pas le background pour le dire. Je n'ai pas la connaissance. C'est écrit dans Sahih al-Bukhari et le musulman, il le dit. En tout cas, moi, je n'ai pas vérifié, mais il le dit. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi même malakat aymanukum. Je vais être honnête avec vous. Il y a des parties dans le Coran, quand on les lit, ça nous pousse à poser des questions. Maintenant, moi, j'ai réglé ce problème, en tout cas personnellement avec moi-même, c'est que quand j'arrive, et tant que je n'ai pas la possibilité de comprendre le fond de la chose, en toute sincérité. Maintenant, je pense aussi que l'islam est une religion qui est très noble et qui, à la base, elle ne veut que du bien pour l'individu et la société. Donc ce débat est impossible au Maroc, parce qu'on ne comprend pas. Non, pas du tout. Ce débat, il a besoin de base. C'est-à-dire que tout débat sans base n'a pas de sens. Maintenant, il y a la théorie. Et à la réalité. Il y a la théorie et à la réalité. C'est-à-dire, d'abord, on est en train de parler de l'islam, alors que nous ne sommes pas un pays qui est régi par la charia. Il ne faut pas l'oublier. Nous ne le sommes pas. On a une loi que l'humain a créée et qu'il est en train de faire évoluer. Donc, on n'est pas régi par charia. C'est très important parce que là, à écouter un peu les propos autour de la table, on a l'impression qu'on est régi par la religion. Or, ce n'est pas la réalité. Je ne dis ni que c'est bon, ni c'est pas bon. Pour que je ne sois pas mal comprise. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, notre référence, c'est la loi. Notre loi, elle est inspirée, mais il y a des choses dans la loi qui ne sont pas totalement conformes à la charia. Le deuxième point qui me semble important... Il n'y a aucune loi, excusez-moi, Khadija Janati Idrissi, il me semble qu'il n'y a aucune loi aujourd'hui au Maroc qui a été votée au Parlement marocain et qui serait contraire au principe de la charia. Qui serait contraire, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ça dépend parce que moi quand j'apprends, je veux dire voilà, mais on n'a pas une à ma connaissance. Par exemple, si on parle de l'héritage, par exemple, la Moudawana a donné droit aux petits enfants à accéder à l'héritage. Ouais. Or, dans la charia, il n'y a rien qui dit que les petits enfants. Donc c'est pas en contradiction avec la charia puisqu'il n'y a rien. Bien, quand on invite, on peut l'exploiter. Moi, je pense que c'est un voilà, donc il n'y a pas de contradiction. Alors même aujourd'hui, quand on parle des 50%, la femme doit hériter 50% comparé à l'homme, il y en a qui te disent Sabeb Nouzoul, si on va aller voir le contexte dans lequel ce verset est arrivé, il est arrivé dans un contexte où la femme n'héritait pas du tout. Et donc, si on va voir la vision de l'islam, c'était de commencer graduellement dans la même logique que toutes les choses qui ont été instaurées graduellement, de dire commençons par lui donner les 50% et on fait confiance à l'intelligence des hommes quand elle contribuera beaucoup plus dans la société et quand les esprits mûriront, ils vont se mettre d'accord pour lui donner un peu plus que 50%, chose qu'on a beaucoup de mal à faire passer. Maintenant, c'est important, je reviens, s'il vous plaît, Mehdi, sur un élément important. Il y a la théorie et il y a la réalité. Ouais. Aujourd'hui, la réalité est complètement différente. Quel que soit ce que nous voulons défendre en théorie, on a une réalité. Et à un moment, il faut qu'on tranche, il faut qu'on décide ce que nous voulons être. Et là, on revient à notre modèle de société. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème de quel modèle de société nous voulons pour notre pays, on ne peut répondre à aucune de ces questions de façon très très claire. Aujourd'hui, on a une réalité qui dit que vous avez parlé de plus de 14 000 cas de personnes qui sont en prison. Et ça, c'est les personnes qui ont été punies. Après, il y a d'autres personnes dont on n'a jamais été au courant, qui ont corrompu pour ne pas être à la prison, qui sont fils d'eux ou filles d'eux, qui n'ont pas... Enfin, il y a tous ces cas-là. Et puis, on a 600 avortements par jour. Mais moi, ce chiffre, je ne sais pas, mais il a un effet sur moi qui est incroyable. Donc, ne serait-ce que pour ce chiffre-là, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut arrêter de se voiler la face. L'avortement est pratiqué. Les relations... hors mariage sont pratiquées, zina ou pas zina. C'est une question qui doit être débattue dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a urgence de se pencher sur cela. Je ne dis pas qu'il y a urgence de légaliser
les relations sexuelles. Mais il y a urgence d'en parler et Est-ce qu'il y a urgence de dépénaliser? Dépénaliser, oui, absolument. Maintenant, je ne parle pas de pédophilie. Non, mais bien sûr. Oui, non, parce que c'est très important. Oui. Je ne parle pas de prostitution organisée. Je ne parle pas de prostitution organisée, structurée. Je ne parle pas de pédophilie. Je ne parle pas de pratiques qui peuvent être, disons, contraires à la nature humaine. Je ne parle pas de cela. C'est important parce que quand même, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués et auxquels je n'ai pas pu apporter mon point de vue. Et après, est-ce qu'on est aujourd'hui sur un débat modernisme versus salafisme ou modernisme versus conservatisme? Quel est le débat? C'est quoi? Où est-ce qu'on est en train de se positionner? C'est quelles idées qu'on a envie de confronter et vers quoi nous voulons aller? Est-ce que nous voulons prouver à tout prix que nous devons rester conformes, que le statu quo doit continuer et donc à ce moment-là, on se voile la face et pour moi, on risque d'arriver à une situation qui est compliquée. Regardons juste aujourd'hui l'éducation, c'est important. On a de plus en plus, qu'on le veuille ou pas, on a de plus en plus d'écoles étrangères qui s'installent au Maroc. On a un système marocain d'éducation qui est en faillite totale et donc aujourd'hui, mettre ses enfants dans une mission étrangère est devenu presque une obligation parce que l'offre n'est pas cohérente. Et bien, dès lors que tu acceptes de mettre tes enfants dans un système étranger parce qu'il y a une qualité d'enseignement, et bien, le revers de la médaille, c'est que dans des livres scolaires, on va avoir justement une banalisation du genre. Et donc, le citoyen marocain aujourd'hui, il est obligé de débattre de ce sujet et de trouver une issue. Et tout le système doit s'inscrire dans la même logique. Ouais, Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, juste pour revenir sur cette question de zina et Zawaj Mouta qu'on vient d'écouter, en tout cas dans la bouche de Abou Hafs. Pour vous, est-ce que Zawaj Mouta aujourd'hui c'est une zina ou pas? Nikah el-Mouta, pardon. Et tout dépend comment on le présente. Enfin, dans le cas de la vidéo que vous avez évoquée de Abou Hafs, pas pour moi, c'est clair qu'il est l'alibi religieux des modernistes. Enfin, on le met en avant comme une icône. Regardez, on n'est pas contre la religion. La preuve, il y a quelqu'un qui développe un discours théologique favorable à ce qu'on dit. Il s'appuie sur le Bukhari. Oui, mais vous savez, le sophisme permet de s'appuyer sur n'importe quel texte pour lui faire dire n'importe quoi. Je rappelle qu'on a tué des millions de gens dans des droits de l'homme qui interdisent la peine de mort. Donc on peut faire dire tout n'importe quoi. Mais par rapport à Zawaj Mouta, s'il y avait quelqu'un d'autre, ou même lui, qui aurait dit que dans l'islam, il y a des normes qui ne sont pas des normes universelles, mais des normes contextuelles propres à des conditions d'exception, et que si la condition devient récurrente ou si elle réapparaît, on peut réactiver un certain nombre de pratiques, à la limite, ça serait audible et on pourrait débattre. Mais en l'occurrence, je pars de l'idée qu'il n'a aucune crédibilité de par la posture qu'il adopte aujourd'hui et que là, on est dans un tour de passe-passe intellectuel où on cherche à porter la contradiction en utilisant les mêmes instruments de faire. Mais après, je suis pour le fait de dire qu'effectivement, ça a été autorisé à l'époque et que le prophète ne peut pas autoriser quelque chose d'immoral. Et donc, ce n'est pas immoral. Par contre, Riba, effectivement, il existait au début de ces là, mais jamais le prophète n'a légiféré dans Riba en disant que voilà la bonne Riba. Non, il n'y avait rien de dit à propos de cela, de positif, jusqu'à ce que le verset vienne et déclare. Et d'ailleurs là, ça répond en partie à votre question. Vous posez, est-ce qu'il y a aujourd'hui des lois contraires à la charia? Ah bah oui, enfin, de mon point de vue, toute l'activité bancaire est contraire à la charia. C'est même l'un des crimes les plus graves, puisque même Dieu a déclaré la guerre à la Riba, ce qu'il n'a pas fait pour l'alcool ou pour autre chose. Donc il y a une hiérarchisation de ces choses-là. Alors, par rapport à la liberté, on ne peut pas faire son supermarché dans la modernité en disant je prends la liberté pour ça, mais pas pour cela. Parce qu'une fois que vous adoptez ce discours libéral comme référentiel, qu'est-ce que vous allez dire à une femme qui vous dit mon corps m'appartient, je suis libre, et donc je suis libre, en partant de mon corps m'appartient, de gagner de l'argent en travaillant avec mon corps. Vous ne pouvez rien lui rétorquer par rapport à cela. Et donc elle demandera à légaliser la prostitution, reconnaître cette activité comme un travail. D'ailleurs, Pierre Berger, on a parlé pour la GPA, il y a des hommes qui travaillent avec leurs bras, une femme peut travailler avec son vagin. Donc où est le problème? Je veux même cotiser pour une retraite. Et donc ça va très loin. On ne peut pas s'arrêter, on ne fait pas son supermarché. Par rapport aux avortements, oui, il y a des avortements tous les jours. Alors 600, peut-être ça deviendra 3000 si on légalise, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux manières, globalement, d'appréhender la question. Souvent, on l'appréhende en aval, au niveau de l'écume des choses, c'est-à-dire au niveau du terminus de cette dynamique-là, en disant, voilà, regardez, ils font. Au moins, on peut les autoriser, comme ça, il n'y aura pas de danger pour la mère. Puis les fœtus, en même temps, c'est pas des humains, etc. On peut adopter ce discours-là. Mais on peut adopter un discours beaucoup plus courageux, beaucoup plus radical, au sens où on revient à la racine du problème, et d'aller en amont du problème, et de se poser la question, pourquoi ces femmes avortent?
Beaucoup d'entre elles avortent pour des raisons de pauvreté. Donc pourquoi ne pas interpeller la pauvreté qui est le problème premier à l'origine de l'avortement, en plus du manque d'éducation, en plus d'un certain nombre de barrières culturelles qui sont des antivaleurs et qu'on présente comme étant des valeurs, parce qu'effectivement tout n'est pas beau dans la tradition marocaine. Il y a des choses qui sont même contraires à l'islam et qui sont reproduites et véhiculées. Oui. D'où le fait que par exemple, quand je parle d'encourager le mariage, ça passe également par une lutte culturelle contre un certain nombre d'idées totalement anti-islamiques. Comme par exemple, un étudiant va demander la main d'une étudiante à ses parents. Le père dit pour moi c'est anti-islamique. Il veut le halal avec votre fille. Pourquoi vous le renvoyez? Et la fille elle est consentante. Elle veut l'épouser. Pour moi c'est une barrière culturelle qu'il faut lever. Donc le halal doit primer sur les conditions économiques. Après oui, s'il a une mauvaise réputation, c'est autre chose. Mais je parle objectivement de quelqu'un, toutes choses étant égales par ailleurs. Et puis il y a plein d'exemples par rapport à cela. Par rapport aux Marocains, des milliers de Marocains qui sont en prison pour adultère ou pour d'autres raisons, pour avortement... pour relations sexuelles hors mariage, les 14 530... Oui, d'accord. Voilà, non, mais j'étends la logique même à l'avortement. D'accord, restons dans les libertés sexuelles hors mariage, enfin les rapports sexuels hors mariage. Je ne peux pas en déduire, à moins de leur prêter des intentions que peut-être qu'ils n'ont pas, qu'ils l'ont fait en tant qu'acte militant. Ils l'ont fait parce qu'une réalité fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent. On ne peut pas en déduire l'adhésion. Il y a beaucoup de gens qui font une chose et qui disent « là, il faut aller ». C'est-à-dire qu'ils le font avec la culpabilité. Donc ce n'est pas normatif. Et on ne peut pas en déduire une adhésion. Peut-être ces gens-là, s'ils avaient les moyens du mariage, peut-être qu'ils ne seront pas en prison et qu'ils seront dans une famille avec des enfants, avec un travail, avec un ménage, etc. Donc on ne peut pas en déduire. Mais a priori, là, c'est des subjectivités qui s'affrontent, mais chacun a un contact avec le réel, avec les Marocains. On sait très bien que globalement, la majorité des Marocains partent de l'idée que le mariage est toujours supérieur au rapport sexuel hors mariage. Et donc de fait, s'ils avaient le choix, un arbitrage à faire, je pense qu'ils choisiraient le mariage. Enfin, en tout cas pour la plupart. Pour d'autres, effectivement, malheureusement, comme on est dans une logique épidémique dans le rapport au religieux, beaucoup de gens adhèrent à la norme, mais sans la valeur. Donc une forme de formalisme, une forme de littéralisme qui trahit intégralement l'esprit de la norme. La norme n'est pas là uniquement comme un évitement par l'hypocrisie. La norme, elle est là en tant que ce qui cristallise l'adhésion de tout le monde à des valeurs. Mais quand on n'a pas la valeur, mais qu'on est obligé d'adhérer à la norme, naturellement, il y a une hypocrisie qui s'installe. Et on a un double standard qui peut s'établir. Et puis, par rapport à je reviens par rapport à la même question de la normativité, des frais, etc. Et de l'ulama, je rappelle que la vérité n'est pas par le nombre. Et que tous les prophètes étaient seuls au début. Et si les mouchriquins avaient dit aux prophètes, tu n'es pas admis par les pères. Sadat Quraysh ne vous reconnaissent pas. Ça ne marche pas. Donc à chaque époque, il y a effectivement des gens qui peuvent être minoritaires. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont minoritaires ont raison. Il y a des gens, mais ce n'est pas uniquement par le nombre, et ce n'est pas que par le nombre. Et puis par rapport à la guerre idéologique, je ne peux qu'adhérer à ce que disait Mohamed Talal par rapport à la question. Effectivement, il y a des projets, il y a des financements, il y a des think tanks, il y a tout un travail qui est fait, des rapports qui sont publiés, des ONG, l'Open Society, tout cela avec des budgets des milliards. Mais dans cette guerre idéologique, il y a un autre volet qui d'ailleurs vient d'être rendu public par MBS, Mohamed Ben Salman, qui disait que les Américains nous ont demandé, quasiment nous ont ordonné de diffuser le wahhabisme dans tout le monde musulman. Ça participe également d'une guerre idéologique, dont le but était de saper les fondements des États-nations arabes, du panarabisme, etc., du communisme notamment, entre autres, etc. Donc on ne peut pas prendre uniquement un volet de la guerre. D'où le fait que je dis que les deux ennemis objectifs de l'identité marocaine et de notre marocanité sont d'un côté la modernité et de l'autre côté le wahhabisme et le salafisme. Les deux sont des logiciels étrangers qui entendent se greffer sur une réalité qu'ils entendent nier et éradiquer et procéder à un remplacement de valeurs, chacun en partant d'un référentiel différent, qui sont tous les deux les meilleurs amis du monde, en réalité de fait, objectivement. Shakib Gessous, sociologue, anthropologue, je voulais d'abord réagir à ce qui a été dit, et je voulais juste vous, Zawaj el-Mouta, mais aussi, d'abord Zawaj el-Mouta, je vous poserai la question par la suite par rapport à la société musulmane. Ce que je voudrais dire, c'est que Zawaj el-Mouta a été interdit par le prophète lors de la guerre de Khaybar. Et puis, par la suite, à la Mecque, il a autorisé à nouveau. Et puis, il y a une seule personne qui aurait dit que le prophète l'a interdit depuis. Et les chiites considèrent que c'est Ali. Et les chiites considèrent que ce témoignage n'est pas un témoignage solide. Authentique, Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs ce que dit Abou Hafs dans la suite de sa vidéo qu'on n'a pas, de son heure qu'on n'a pas diffusée, mais c'est exactement ça qu'il dit. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la majorité des revues de la littérature arabo-musulmane.
Maintenant, effectivement, ça pose un problème, c'est que les sunnites aujourd'hui ne considèrent pas comme un mariage valable parce que la durée d'un mariage ne doit pas être, la mariage ne doit pas avoir de durée limitée. Ce n'est pas une union à date limitée. Ouais. Donc, le mariage doit être infini. Il peut y avoir des divorces, mais doit être au départ voulu pour l'éternité. C'est ce que les sunnites reprochent donc à Zawaj al-Mut'a. Maintenant, dans un pays comme l'Iran, ils ont encouragé les jeunes à pratiquer des Zawaj al-Mut'a, mais ils ont mis à l'intérieur de leur code de statut personnel, ils ont mis ce mariage comme un mariage qui est valable. Et donc, ça protège les enfants à naître. Et c'est le plus important, c'est de pouvoir protéger les enfants à naître. Alors, là, je reviens. Effectivement, quand deux personnes se rencontrent, nous en avons vu, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas tous qui l'ont fait dans un acte militant. Mais en tout cas, ils l'ont fait malgré eux. En tout cas, ils avaient besoin de satisfaire des pulsions ou satisfaire des besoins. Et là, ils ont été contraints, ou ils l'ont fait, en tout cas, ils l'ont fait. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des relations comme celle-ci, les femmes ne se donnent jamais s'il n'y a pas déjà une idée de mariage derrière. Peut-être que le garçon lui a menti, mais il y a toujours cette notion de mariage. Quand on voit les filles mères dans les associations, quand on les interroge, toutes, elles ont eu cette idée. Et les enquêtes qui ont été faites, les études qui ont été faites ont montré que toutes les filles, qu'elles aient gardé l'enfant, qu'elles n'aient pas gardé l'enfant, ne se sont données que parce qu'il y avait un projet de mariage. Et ceci est important, c'est qu'il y a une responsabilité qui est prise. En tout cas, de la part de la femme, il y a une responsabilité qui est prise. Peut-être pas de la part de tous les hommes, mais c'est peut-être le plus important, c'est de pouvoir acheminer les uns et les autres à prendre cette responsabilité. Et là, je reviens à l'éducation sexuelle. Il n'y a pas d'éducation sexuelle dans notre pays. Et même les cours que l'on fait dans les lycées ne sont pas les cours d'éducation sexuelle. Il leur manque quoi ? Il leur manque le plus important, la relation humaine. Parce que dans une éducation sexuelle... Et comment vous allez traduire ça sur un manuel ? Sur un manuel. Le plus important, ça s'apprend au préscolaire. On apprend à respecter son propre corps. On apprend à respecter le corps d'autrui. Alors qu'à 6 ans, on n'a pas encore de pulsion sexuelle. Mais on apprend déjà à respecter le corps d'autrui. On apprend à respecter la décision d'autrui. On ne peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie de faire. Et c'est la même chose pour soi-même. Ceci, c'est des choses que l'on apprend avant d'aller au collège. Et donc, c'est là le plus important. On apprend la responsabilité, à la fois pour le garçon et pour la fille. La responsabilité, que ce soit pour les maladies sexuellement transmissibles, que ce soit pour la grossesse aussi. Et ça, c'est une responsabilité qui doit être prise par les deux, par le garçon et par la fille. Donc, et ceci est important. De toutes les façons, quand on parle de liberté sexuelle, on ne peut pas parler de liberté sexuelle sans qu'il y ait une responsabilité. La liberté sexuelle va de pair avec une responsabilité. Et c'est cette responsabilité qui est importante, et c'est cette responsabilité que l'on n'apprend pas aux jeunes dans les cours d'éducation sexuelle, les cours qui sont supposés être d'éducation sexuelle. Dans le mariage, par exemple, qu'on vient d'évoquer, Nikah al-Mut'a, il n'y a pas de respect du corps, il n'y a pas un certain nombre de choses, ou si, je me trompe, parce que là, c'est 3 jours, voilà. C'est deux personnes qui se rencontrent, et puis c'est deux personnes qui se rencontrent, il y a une alchimie de la rencontre. Parce qu'une rencontre humaine, vous promenez à Casablanca, c'est pas toutes les femmes qui vous attirent. Il y a une alchimie, cette alchimie, elle est biologique, mais hormonale, mais il y a également une alchimie qui est une alchimie humaine, de relations humaines. Et donc, cette alchimie est importante. Ce sont deux personnes qui se sont aimées, ce sont deux personnes qui se sont données parce qu'il y avait une attirance de part et d'autre. Mais là, ça renvoie au rite que vous avez évoqué tout à l'heure. On vit aujourd'hui dans une société déritualisée. Avant, les rites de séduction permettaient de réguler tout cela. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut réinventer des rites ou réactiver d'anciens rites. Peut-être ou peut-être pas, mais au la risque différence entre l'harcèlement et la séduction, en réalité, c'est le rite. Mais on n'est pas dans le désir, là, d'en parler tout à l'heure.
Mohamed Talal Lahlou. Céder au désir, shahawat, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, j'aimerais juste... très rapidement, parce que je voulais passer un autre sonore, allez-y. L'audio que vous avez fait passer ne parle pas de zawaj al-muta, il parle de nikah. Nikah al-muta, oui. Donc là aussi, le mot nikah, il revient très souvent dans le Coran, et parfois on parle de zawaj. C'est la même chose. Alors, il y a des interprétations. Moi, je ne pense pas que c'est la même chose. Moi, je suis convaincue que chaque mot utilisé dans le Coran a été utilisé pour un objectif bien clair. Et si le Coran voulait dire zawaj, il aurait dit zawaj. Et quand il veut dire nikah, c'est pour faire la nuance entre nikah et zawaj. À mon avis, si on va aller sur ce terrain, c'est très important. Ouais. Alors Zawaj, on c'est va le parler terme de que nous nikah utilisons aujourd'hui. et pas de Nikah, zawaj. Non, c'est la même chose. Zawaj fait l'ishar, fait la publicité, c'est un truc qui est hyper important. C'est pour ça que nikah, je ne pense pas que c'est quelque chose qui nécessite d'être publié, d'être public. Donc je pense qu'il y a des nuances aussi à faire par rapport à ce genre de notion. Et donc voilà, moi j'aimerais interpeller par rapport à cette notion de désir. Est-ce que nikah al-mut'a n'est pas quelque chose qui dit que bon voilà, vous pouvez céder à désir, donc au désir et donc à shahwa, en lui donnant une étiquette qui le rend plutôt acceptable. Et puis même le mut'a, moi je sais pas. Très bien. Alors, au risque que je disais tout à l'heure de déplaire à Mohamed Talal Lahlou, je vais quand même passer un autre sonore d'Abou Hafs, n'est-ce pas, cet ancien salafiste reconverti et qui depuis aujourd'hui reconverti à quoi? Non, mais il est plus aussi il est plus en tout cas aussi véhément dans le discours. Je vous propose de l'écouter sur justement le mot zina dont on parlait à l'instant, et on revient juste après pour analyser un petit peu les choses. C'est un sonore bien sûr qui est extrait de hkn.com. نجيو عند الفقهاء أنفسهم أيضا حينما يتحدثون عن الزنا اللي تيقولوا بأن فيه الآية باش نسالي المداخلة الآية ديال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شنو تيقولوا الزنا باتفاق الفقهاء أن الزنا هو العلاج الكامل وأن كل ما عدا ذلك أو ما يسبق ذلك من تقبيل ولمس وعناق واحتكاك وكل شيء هو من اللمم المعفو عنه والذي يمكن ان بواحد الصدقه تصدق على شي واحد يعني انتهى الامر. وقصه مشهوره ديال هذاك الراجل اللي جاء عند النبي وقال له يا رسول الله اني قد اصبت منها كل ما يفعل الرجل مع اهله غير اني لم اولج. قال له صليت معنا العصر؟ قال له اذهب وبقيت يضحك. قال له اذهب فقد غفر الله لك. صافي ماشي شي حاجه ماشي شي امر كبير هذا. Bon, voilà, donc je sais pas qui voudrait réagir à ça, parce que ça veut dire que finalement, juste, c'est-à-dire finalement, c'est des choses qu'on peut pardonner, qu'on peut excuser, voilà, on peut donner une sorte d'aumône ou autre, et puis on passe à autre chose. Alors je sais pas si c'est vraiment le message religieux qu'on doit retenir, ou est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être une autre interprétation, Chakib Gessou, sociologue, anthropologue. Parce que le plus important, c'est s'il y a un enfant engendré ou pas. Tant qu'il y a il parle de pénétration, lui. De pénétration, absolument. Ouais. Ben, la pénétration, en général, ça se termine par un orgasme et par une éjaculation. Et mais s'il y a un préservatif, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, il n'y avait pas de préservatif. Il y avait des préservatifs, mais il n'était pas, en général, il n'était pas du tout utilisé. Ouais. Mais à l'époque, il n'était pas du tout utilisé. Mais le problème, c'est celui-là, parce que tout le reste, la preuve, tout le reste n'est pas important. Très bien. Mohamed Talal Lahlou sur cette dernière intervention de justement Abdelwahab Rafiqi. Vous savez, pour trancher un petit peu cette discussion de Abdelwahab Rafiqi, il était dans un cadre avec un certain nombre de logiques. D'ailleurs, il appelait à des choses un petit peu dangereuses, et il y a des gens qui souffrent encore aujourd'hui et à cause d'un certain nombre de discours. Et là, il a changé à 180 degrés. Dangereuse comme quoi? Vous savez, avant sa reconversion, littéralement. Et non, plus que ça, le fait d'armes. Il a fait son mea culpa, ça y est. Voilà, mais les gens qui sont en tôle encore là, qu'est-ce qui bénéficie de son mea culpa? Non, il faut être sérieux. C'est pour ça que je dis, il faut pas faire confiance aux avis individuels isolés. Le Abu Hafs, ce qu'il dit, c'est exactement comme ce qu'on dit le Khawarij à Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Et quand il y a eu le conflit avec Muawiyah, il a dit on va faire tahkim.
Et c'est là où ils lui ont dit c'est un verset dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a répondu à Ali ibn Abi Talib, qui est un savant et qui a dit que le mut'a a été définitivement interdit, et quand Ali ibn Abi Talib dit quelque chose, c'est pas quelqu'un comme n'importe qui. Il a dit c'est-à-dire que je cite des hadiths de Bukhari et je cite des versets, mais mon intention est mauvaise derrière. Donc c'est pour ça que je fais pas trop attention à ce que dit Abu Hafs, parce que si on veut rentrer dans un débat scientifique, ça tient pas ce qu'il dit, mais ça nous prendra trop de temps. Donc passons. Le hadith, c'est pour ça que les savants disent al-hadith ma danna illa li faqih. C'est-à-dire que le hadith peut être interprété sauf le savant. C'est le savant. C'est pour ça que, je sais pas, pourquoi on va aller punir quelqu'un qui fait de la médecine sans diplôme? Pourquoi on va le punir? Mais parce qu'il impacte la vie des gens, peut-être négativement. Eh bien, pourquoi on va laisser celui qui parle sans savoir, sans qualification, sans reconnaissance des pairs parler? Donc, il y a une chose aussi qui est venue dans le débat qu'on n'a pas trop adressé, c'est le fait de se marier tôt. On a dit au début, l'âge moyen du premier mariage tarde, donc on doit légaliser. Donc, est-ce qu'on doit légaliser? Donc, est-ce qu'on doit légaliser? Donc, en fait, on est en train de constater une chose et on se demande si on doit légaliser ce qu'on doit constater. Mais non, c'est un problème de raisonnement, de logique, là. Le mariage tarde à cause de quoi? Parce que justement, l'un des facteurs, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui interdit de se marier tôt? C'est des blocages culturels. C'est ce que dit Rachid, c'est des blocages culturels et culturels. C'est-à-dire que les parents veulent un type avec une maison, propriété, avec une voiture, le coût de mariage qui coûte 7 briques, 10 briques, 20 briques, ça dépend de la classe sociale, etc., etc. Si on revenait au halal simple, comme disait Rachid, c'est-à-dire que on est dans la fitna fil ard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne marie pas les jeunes, même s'ils sont honnêtes, qu'ils ont une bonne intention, mais qu'ils vont finir leurs études et essayer de trouver un revenu comme tout le monde. Qu'est-ce qui empêche les gens de se marier et de rester chacun chez ses parents respectifs? Qu'est-ce qui empêche ça? C'est juste culturel, c'est purement culturel, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche? On dit la fille doit finir ses études, le garçon doit finir ses études. Oui, mais pourquoi il doit finir ses études? Point d'interrogation, pour le revenu. Mais on se marie pour faire le halal et ensuite on peut fonder une famille. Ça, c'est deux choses différentes. Se marier et fonder une famille, c'est des étapes successives. Ensuite, quand on dit la mut'a, l'Iran protège les enfants. Je vous invite à regarder un reportage de la BBC sur les femmes qui travaillent dans Zawaj al-Mut'a et de voir la détresse dans laquelle vivent ces enfants qui sont issus de pères différents, et la femme qui traîne 2, 3, 4 gosses et qui va encore faire du travail du sexe, elles sont dans une détresse abominable. Et on lit le Fatiha, on leur dit vous êtes mariés pour 2 jours ou pour 3 jours. C'est absolument inacceptable. Ensuite, quand on a dit, je termine. Mohamed Talal, juste pour revenir sur le point que vous avez cité, vous êtes en train de nous dire finalement, il faut avoir des enfants, même si on n'a pas encore de travail, donc finalement. Non, j'ai pas dit il faut avoir des enfants. Non, pas du tout. On a des moyens de contraception. On a des moyens de contraception. Donc, j'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ensuite, encore 2 ou 3 points, je clos. Les limites, on l'a dit, c'est contingent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander de dépénaliser ça, mais Madame disait des choses qui sont contraires à la nature. Mais aujourd'hui, on a du mal à définir qu'est-ce qu'est la frontière de la nature. Même le genre, on commence à douter du fait qu'il y a un genre et que on peut changer de sexe, etc., faire l'aller-retour, etc. Aujourd'hui, la nature, ça devient un terme tellement subjectif que dire je vais pas accepter les choses qui sont contraires à la nature, c'est donner une frontière qui est très floue et contingente. C'est pour ça que nous, on dit de quel référentiel on parle. Soit on parle d'un référentiel musulman et donc c'est interdit, point barre, il faut trouver les solutions et les alternatives. Soit on parle d'un référentiel purement profane et on va dire qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a des détresses, il y a des avortements, il y a de la clandestinité, il y a une explosion de la famille, etc., etc. Et pour conclure, sur la question des avis, vraiment, il faut faire attention. C'est pas n'importe qui vient parler en médecine ou en droit qu'on écoute. Donc, on va pas me dire que je vais devoir prêter mon temps et mon oreille à n'importe qui. Il faut que ça soit quelque chose qui soit scientifiquement étayé et reconnu pour que ça puisse avoir de la valeur dans le champ dans lequel c'est exprimé. Très bien, Mohamed Talal Helou, très rapidement s'il vous plaît. Simplement aujourd'hui, si on devait
être une société musulmane, vous seriez par exemple, vous, à titre personnel, favorable à ce qu'on applique le gel d'un, c'est-à-dire fouetter la personne qui aurait des relations sexuelles hors mariage plutôt que de la mettre en prison, parce que finalement le Coran et l'islam parlent d'abord de châtiment corporel et non pas d'emprisonnement. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est comme si vous étiez en train de réduire la charia au gel des Non, mais sur ce point précis, non, mais sur les relations sexuelles en mariage... Non, parce que là, la question, c'est pas ça. Là, on est en train juste de questionner la criminalisation de la relation extra-conjugale. On est juste en train de poser cette question. Est-ce que avoir une relation conjugale, c'est pénalement répréhensible ou pas? Là, on est en train de demander... Là, il y a des gens qui signent un collectif qui disent on est hors la loi. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été sortie qui dit que non, on doit conserver les valeurs de la société marocaine par l'association Mawadda ou je ne sais pas quoi, qui a atteint à peu près 10 000 signatures et qui refuse justement ce genre d'appel. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se revendiquent hors la loi. Aujourd'hui, les gens hors la loi, allez chez la DGI, Direction des impôts, et dites-leur je suis hors la loi, vous allez voir où est-ce que vous allez finir. Très bien, Khadija Jannati Delessi, vous voulez réagir, spécialiste de relations publiques. Je voulais réagir par rapport à un certain nombre de choses, faire le parallèle entre les relations sexuelles et le genre n'est pas du tout, à mon avis, n'est pas très pertinent, à mon avis, parce que le genre, il y a une nature, il y a quelque chose qui dit que pour faire des enfants, il faut un homme et une femme, que 2 hommes ne peuvent pas faire d'enfants, 2 femmes ne peuvent pas le faire, donc la nature est qu'un homme avec une femme peut faire des enfants, et donc la notion du genre, c'est pas ça la nature. Donc il y a des choses qui sont très claires. La nature a dit aussi que les relations sexuelles, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, et que si c'est pas un besoin, c'est des pulsations, il y a quelque chose de chimique qui se produit dans le corps, et qui fait qu'il y a des désirs qui se déclenchent. Alors, je suis hors la loi, c'est important parce que je suis hors la loi, effectivement, quelque chose qui est venu juste pour alimenter un peu un débat qui a démarré il y a un moment. Personnellement, je n'ai pas signé la pétition. Je me suis posé une seule question. Est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des Marocains veulent cela ? Parce que là, c'est une pétition. Je ne suis pas dans l'engagement, je ne suis pas dans le militantisme, je ne suis pas dans ma propre idée. Je suis dans soutenir un projet et soutenir une orientation. Et donc, la question, je ne suis pas du tout sûre que la majorité des Marocains veulent la libéralisation des relations sexuelles. Et donc, je me suis abstenue de signer et de me joindre à ce mouvement pour cette raison-là. Dernier point important à mon sens, qui est le mariage. Alors, d'abord, il faut qu'on arrive à distinguer les relations sexuelles et le mariage. C'est 2 sujets qui sont différents, comme il faut distinguer les relations sexuelles et l'avortement. Aujourd'hui, donner le droit à une femme d'avorter ne veut pas dire automatiquement lui donner le droit d'exercer ou d'avoir des relations sexuelles de façon libre. Je connais beaucoup de personnes, des personnes qui sont tombées enceintes dans un couple marié, qui sont tombées enceintes par erreur. La femme, quand elle est tombée enceinte, elle s'est rendue compte que c'est un problème, que ça mettrait en danger sa vie, et même en dehors de mettre en danger sa vie. On peut changer d'avis. C'est comme ça. La nature dit qu'on peut changer d'avis, et donc moi je préfère, parce que l'acte d'avorter, d'abord la prise de décision. Je suis une femme, et prendre la décision d'avorter est un processus qui est très très compliqué, surtout qu'il y a des délais flash de la grossesse qui définissent les risques à prendre. Donc c'est une décision qui est très difficile à prendre, et puis ça engendre des risques qui peuvent être mortels pour les femmes, et s'ils ne sont pas mortels, les risques de retomber enceinte diminuent. Donc c'est une décision qui est très très compliquée. Quand une femme décide d'avorter, c'est qu'elle a bien des raisons qui sont très fortes, qui sont beaucoup plus fortes que tout cela, et qu'elle a étudié la question en long et en large, et elle a décidé de le faire parce que pour elle c'est le moins pire. Est-ce que c'est pour des raisons sociales, culturelles, financières, de santé, je ne sais pas, mais quand une femme décide d'avorter, il faut lui donner ce droit, parce que j'estime que de l'autre côté elle est responsable, et donc si elle prend cette décision, il faut lui permettre d'aller jusqu'au bout. Le mariage tôt. Vous dites, il faut permettre aux jeunes de se marier. Il n'y a pas de problème à ce que chacun reste chez ses parents. Est-ce que c'est ça le mariage ? C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, c'est leur donner un cadre légal pour pratiquer des relations sexuelles de façon légale. Mais en réalité, ce n'est pas ça le mariage. Oui, il faut que... tout le dit. Se marier, oui. C'est ce qu'on pouvait déduire aussi, mais ça n'a pas été dit en tout cas de cette manière. Je ne parle pas s'aimer, échanger, écrire des lettres, se voir, prendre des cafés. Et donc pourquoi se marier alors ? Si c'est cela, pour pouvoir avoir un cadre légal, mais pour se conformer à la volonté de Dieu. Mais on parle d'un référentiel de croyants, ou bien on parle d'un autre référentiel. Non, moi je parle d'un référentiel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la capacité de partir d'un référentiel
religieux, surtout quand je suis dans un pays dont la loi est inspirée de la religion, mais n'est pas totalement conforme à la religion. Donc c'est très compliqué. Il faut qu'on décide effectivement notre modèle de société, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un débat qui a une logique et qui est basé sur des choses qui sont communes. Alors, quand même dans le cas de mariage et que chacun reste chez ses parents, donc déjà l'idée n'est pas acceptée, n'est pas acceptable par la majorité des gens. Et puis il y a bien sûr qui dit acte sexuel, dit possibilité d'avoir des enfants. Et ben je vois très très mal comment est-ce qu'on peut avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on va régler un problème avec Dieu pour créer un problème avec la société. Et est-ce qu'aujourd'hui la religion, c'est ce qu'elle nous dit? Est-ce que la religion nous incite à trouver des alibis et à trouver enrober, trouver des formules de complaisance pour pouvoir faire des choses pour nous mettre soi-disant en conformité avec la religion, mais qui créent des fléaux sociaux qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus dangereux. Shakib Guessous, vous voulez réagir, sociologue, et juste après je reviens vers vous, Rachid Achachi. Oui, je voulais juste dire que le mariage où les enfants ou les jeunes restent chacun chez soi, c'est un mariage qui a été inventé à la fin du siècle dernier, dans les années 90, et qui s'appelle Zawaj al-Missière, où les jeunes, chacun vit chez ses parents, où chacun vit tout seul, parce que certains peuvent avoir plusieurs épouses, 4, et ça permet justement de ne pas avoir d'entretien à assurer. Donc la femme renonce à ses droits et à la cohabitation. Ça a été inventé, et justement inventé pour les jeunes dans les pays du Golfe. C'est un mariage qui est reconnu, très encouragé en particulier par les frères musulmans. Il est dans le Coran? Il n'est pas dans le Coran, mais c'est un mariage qui répond à toutes les formes, à toutes les conditions du mariage en islam, mais dans ce type de mariage, la femme renonce à 2 des droits que lui donne le mariage, que lui confère le mariage, à savoir l'entretien par le mari et la cohabitation. Or, l'entretien par le mari... La nafaka aussi, la nafaka. Si, c'est l'entretien. La nafaka, c'est l'entretien. C'est l'entretien, d'accord. C'est l'entretien. Oui, j'aime bien le terme, c'est l'entretien. Aujourd'hui, que les femmes travaillent et que beaucoup de couples ne peuvent vivre, que parce que les 2 conjoints travaillent, c'est très difficile de considérer que l'un arrête la nafaka pour l'autre. Je voudrais juste rappeler que un certain nombre de pays ont essayé, justement, comme l'âge du mariage reculé, un certain nombre de pays, à coût de milliards, ont essayé de marier le plus grand nombre. Je cite la Jordanie, je cite la Libye et plusieurs autres pays. Mais tous ces pays se sont rendus compte que, quel que soit le cas, c'est une poignée de personnes qui vont être mariées plus tôt, mais la majorité, parce qu'ils ne peuvent pas financer toute leur population. Je voudrais dire que nous sommes au Maroc et nous sommes dans une situation où nous avons un certain nombre de personnes qui sont dans un âge qui est compliqué. Un âge qui est compliqué parce que les études deviennent difficiles. Parce que même quand vous avez fait des études, l'emploi est très difficile. Vous passez beaucoup de temps avant d'avoir l'emploi. Quand vous avez l'emploi, les revenus sont très faibles. Et ça ne vous permet pas d'assurer ce que vous ambitionnez de faire avant de travailler. Et donc, les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens n'arrivent même pas à avoir un logement indépendant des parents. Et donc, se considèrent encore un petit peu adolescents, je mets entre guillemets un petit peu adolescents, et donc ne se sentent pas réellement adultes et sont frustrés à tout point de vue. Ils sont frustrés et malheureusement, nous avons une proportion importante de notre population qui est dans cet âge-là. Quand je prends ceux qui ont des pulsions sexuelles, or on sait que les jeunes ont des pulsions sexuelles les plus fortes de la vie et les pulsions sexuelles les plus irréfrénables, ce sont à ces âges-là, et entre 15 et 30 ans, nous avons le quart de la population marocaine. On ne peut pas se permettre de laisser le quart de la population marocaine dans une situation de frustration, alors que l'islam reconnaît que c'est une fitra qu'on ne peut pas, c'est humain, et on ne peut pas la réprimer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des décisions à prendre, il y a un débat qui doit être pris, le débat doit être serein, le débat doit être dépassionné, et nous devrions aboutir à une situation où les jeunes ne soient plus frustrés. En tout cas, si on peut enlever cette frustration, ce serait important, parce que les autres, nous ne pouvons pas les arrêter. En particulier, ceux en relation avec l'économie. Très bien, Rachid Achachi, chroniqueur du Sardou, vous voulez réagir, mais très rapidement. Indirectement, Mme Janati avait défini la liberté comme étant l'antithèse de la responsabilité, c'est-à-dire le fait de changer d'avis. Donc, je veux être père, par exemple, j'ai des enfants avec ma femme,
Puis j'ai changé d'avis, je ne veux plus être père. Je fais quoi? J'annule les enfants? Ou je me barre sans aucune responsabilité, sans rien? Non, je suis libre. La liberté passe avant tout. Je ne veux pas être père, on ne peut pas m'obliger à être père. Donc je ne veux pas financer l'éducation des enfants, je ne veux pas leur acheter. Bon, c'est un autre débat. Donc il y a quand même une responsabilité qui encadre la liberté. Et pareil pour l'enfant. Je rappelle qu'il faut être deux. À moins d'être une nouvelle Vierge Marie, il faut être deux pour avoir un enfant. Et donc le mari a également son mot à dire par rapport au fœtus et par rapport au bébé. Oui, mais sauf donc, que... Non, mais excusez-moi, mais sauf que là, c'est le corps de la femme aujourd'hui qui subit une grossesse et qui subit un allaitement et qui subit beaucoup de choses à côté. Il a fallu deux, sauf qu'il y en a un. Oui, sauf qu'il y en a un qui assume une responsabilité qui est plus lourde. Oui, mais c'est la biologie. Et il faut pas. Oui, mais les hommes supportent également. Oui, mais les hommes supportent également. Donc elle a droit à une faveur. Si biologiquement elle a été dans cette situation, on peut lui accorder une faveur. La faveur de devoir décider. Mais même l'homme supporte une charge biologique importante également. L'homme il est prédominant dans toutes les tâches dures. Parmi les pompiers, il y a une prédominance des hommes. Parmi les SDF, il y a une prédominance des hommes. Parmi les hommes en prison. Mais oui, différent. Non, les charges musculaires qui établissent également des choses. Rapidement, par rapport à ce qui a été dit par Abu Habs, alors si je m'attache à cette lecture formaliste qui, de mon point de vue et du point de vue de Mohamed Talal, trahit intégralement l'esprit de la loi, donc si une femme rentre à la maison et trouve son mari, ou un mari rentre à la maison et trouve sa femme, alors désolé de choquer, mais en train de pratiquer la sodomie avec un autre homme ou une fellation, il doit tapoter l'homme sur l'épaule et lui dire c'est pas grave, fais une petite aumône et ça va, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, tant qu'il n'y a pas de pénétration vaginale, donc tous les préliminaires. Il n'a pas précisé de pénétration vaginale. Quand il définit Zina uniquement du point de vue, exclusivement du point de vue de la pénétration vaginale, c'est-à-dire tout le reste entre dans la catégorie des préliminaires. Donc c'est une petite tape dans l'épaule, va faire une prière jorgat, et puis tu fais une aumône, et c'est pas grave, mon pote. Écoutez, parce que vous parlez d'adultère, lui il parlait de relations sexuelles entre deux adultes consentants qui ne sont pas dans le cadre du mariage. Mais pareil, non, mais pas uniquement. Donc, ils sont dans le même lit, mais il n'y a pas de pénétration. Voilà, exactement. Bon, alors et puis pareil, je veux dire, un père qui rentre, une mère qui rentre, qui trouve sa fille en train de dire, c'est pas grave. Enfin, quand même, il y a une dimension. Il y a des fois le fait de s'accrocher à la lettre de la loi trahit l'esprit de la loi. Donc il faut prendre en compte également toute la complexité. Donc il y a du sophisme dans ce qui est dit par ce monsieur par rapport à Zawaj et à Nikah. C'est pas le terme nikah ne peut choquer que par rapport à un référentiel contemporain qui le réduit à une dimension sexuelle, mais ce n'est pas le cas. Quand il y a une union et une communion entre deux personnes, un homme et une femme, il faut le penser comme étant une juxtaposition de deux niveaux de réalité. Le premier niveau de réalité, c'est le niveau opérationnel qui est régi par la loi, par la règle, par la coutume, par la norme, etc. Et qui est en rapport pas uniquement avec la sexualité, mais également avec la nafaqa, avec un certain nombre de choses. Tout cela rentre dans la catégorie du nikah. Dans la catégorie du zawaj, qui n'est pas un autre type, mais qui est le deuxième niveau de réalité de la même communion, on y met la dimension symbolique. Le mawadda rahma, ça ne peut pas être régi par la loi. L'État ne peut pas décréter que telle personne doit être gentille, doit être... Là, c'est un niveau symbolique. Tout le fait que dans le Coran, effectivement, chaque mot est unique et que zawaj est le niveau supérieur du nikah et pas autre chose et pas tout à fait le synonyme. De même que quand le Coran parle d'une femme qui n'est pas en symbiose et en adéquation au niveau symbolique avec son mari, il ne dit pas zawjatu fulan, il dit mara'atu fulan, mara'atu fir'aun. Pourquoi? Parce que Pharaon est dans la négation de Dieu, dans le combat contre Dieu, tandis que sa femme était croyante et pieuse. Et on va de même pour des prophètes qui étaient prophètes, mais leurs femmes ont été comme Nuh, Nabi Nuh, etc. Et d'autres. Et donc, c'est là où on voit que la dimension symbolique et complémentaire est importante. Donc, le nikah est le substrat matériel qui permet zawaj, c'est-à-dire la symbiose, le fait de fonder une communion, un être supérieur, qui est le couple et qui est la famille. Très bien. Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur, et ce sera le mot de la fin. Oui, pour conclure en une minute, il faut juste savoir dans quel référentiel on se place. Soit on se place dans un référentiel profane et on dira que l'URSS a essayé dans le de supprimer le mariage et que ça c'est parti en sucette et donc ils ont annulé ça, que la liberté sexuelle profite plus aux hommes qu'aux femmes parce que c'est les femmes qui supportent les conséquences après, que on va se retrouver avec de plus en plus de divorces, de familles monoparentales, d'avortements et surtout comme en France 60% d'enfants nés hors mariage et donc tout ce que ça implique comme responsabilité. Ça c'est le profane. Soit on se place dans un référentiel islamique avec le Coran ou le Sunna authentique et on dit que zina fahisha, que Allah subhanahu wa ta'ala bغى يطهرنا ونبعدوا من الشهوات et que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam كل أمتي معافاة إلا المجاهرون, c'est-à-dire que même quelqu'un peut faire une infraction, mais pourvu qu'il ne la publie pas. C'est-à-dire que même quand on tombe par erreur dans l'erreur, on demande tauba comme l'a dit Rachid, mais on ne le publie pas. Le pire, c'est quand on le fait, on dit j'assume, mais on n'assume pas les erreurs. On défie la norme quand on le fait. Voilà, on défie la norme et on dit on assume.
assume, mais on n'assume pas une erreur. Et enfin, le référentiel, c'est lama qui sont reconnus par leur père. Voilà. Chakib Bessous, sociologue, anthropologue pour le mot de la fin aussi. Oui, je voulais juste dire que aujourd'hui, dans nos sociétés arabes, et donc sont des sociétés qui sont musulmanes, nous avons le divorce qui est en train d'augmenter et d'augmenter de façon vertigineuse. Et ce divorce, pourquoi il existe? Tout simplement parce que la femme a fait des études. Et quand la femme a fait des études, elle n'accepte plus. C'est un peu gênant, mais bon, je vous laisse finir parce que sinon ça va relancer le débat. La corrélation. Elle n'accepte plus ce qu'elle pouvait accepter avant de la part des hommes ou de la part de la société. Ouais. Et ceci, nous l'avons vu en Europe, nous l'avons vu en Occident. Et donc aujourd'hui, les pays arabes sont en train de le vivre. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas, d'autant plus que dans les pays du Golfe, par exemple, les filles font plus d'études que les garçons. Et puis, le deuxième élément, c'est que nous arrivons, comme en Europe, nous arrivons à avoir des tranches de vie où les gens se marient aujourd'hui, divorcent, se remarient une deuxième fois, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait vivre toute sa vie avec la même femme. Aujourd'hui, on va passer sa vie avec 4, 5 ou 6 partenaires durant toute la vie. Très bien, Khadija Janati, Idrissi, spécialiste des relations publiques. Je ne vais surtout pas rebondir sur ça Voilà, parce que ça ça va nécessite relancer une émission, voilà. je suis d'accord, mais je vous invite, Mehdi, à une émission spéciale pour arrêter de lier, s'il vous plaît, le divorce n'a pas augmenté parce que les femmes ont fait des études. Ça n'a rien à voir. Alors, je veux juste revenir pour mon mot de la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on arrête de nous victimiser. La théorie du complot, ils ont fait, les Américains, les Chinois ont fait contre nous. Ben, nous aussi, on n'a qu'à se bouger et aussi essayer de développer nos propres idées, nos propres idéologies et faire en sorte à convaincre les nôtres. Deuxième point, totalement d'accord sur la nécessité de mettre en place un référentiel qui est notre modèle de société sur lequel on se met d'accord, à partir duquel on se reconstruit comme société. Parce que j'ai l'impression que notre société aujourd'hui, elle est en train de se décomposer et il y a beaucoup plus de choses qui nous séparent que de choses qui nous lient en tant que société marocaine. On est en 2019, on ne peut plus, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, il y a la mondialisation. À ce que je sache qu'il n'y a que Cuba aujourd'hui qui est resté renfermé encore peut-être pour les 2-3 prochaines années, mais les jeunes Marocains sont connectés, voient ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas continuer à leur demander d'agir comme certains le veulent alors qu'ils sont exposés à autre chose. Je conclurai par une petite question. Est-ce que je dois comprendre que toutes les personnes autour de cette table n'ont jamais eu de rapport sexuel avant leur mariage? Je me sens pas concerné parce que bon, moi j'ai pas débattu avec vous. Allez, 15h42. Merci en tout cas à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur. Merci à Khadija Janati, Idrissi, spécialiste des relations publiques. Chakib Bessous, sociologue, anthropologue. Et merci à Rachida Chachi, chroniqueur Lux Radio. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi Tentation. C'est jusqu'à 18h.